Bon après-midi, mesdames, bon après-midi, messieurs, et merci d'honorer une fois de plus la télévision du monde à cet autre rendez-vous avec l'actualité. J'ai nommé Tout Azimut. Cet après-midi, comme tous les autres samedis, nous essayerons d'apporter un peu de clarté sur les actualités qui ont meublé les tabloïds tout au long de cette semaine. Et ce samedi, pour discuter, on passera entre les perspectives politiques 2018 au Cameroun avec les synchronisations des équipes qui se font désormais, les politiques qui se donnent la main pour affronter le parti au pouvoir. On parlera une fois de plus de la crise anglophone avec les derniers rebondissements de cette autre actualité qui continue de défrayer la chronique au Cameroun. Sur la Select, cet après-midi, le président du Social Democratic Front, John Fundi, serait-il poussé vers la sortie de ce parti dont il est l'un des fondateurs? On en parlera également dans le cadre de Tout Azimut. Et puis, la dernière visite d'inspection de la CAF au Cameroun pour les préparatifs de la CAN 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Cette émission se voulant interactive, vous avez le droit de composer le numéro qui s'affiche au bas du petit écran uniquement pour les SMS. Question d'apporter votre point de vue à chacun des sujets qui sera évoqué ici même avec tout le panel. Et sans transition, nous allons donc accueillir ceux qui feront partie de la discussion cet après-midi. Je vais commencer par un qu'on accueille à nouveau avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Il a fait le déplacement de Yabassi pour être avec nous, maire de Yabassi, président de la plateforme Une Nouvelle République et président de l'Alliance républicaine. Veuillez accueillir Jacques Maboulamboya cet après-midi. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, bienvenue. Je suis très heureux d'être à nouveau sur la chaîne républicaine et patriotique LTM Télévision. Je voudrais dire un bonjour spécial à tous ces téléspectateurs qui attendent que nous apportions plus de lumière sur l'avenir du Cameroun en sécurité, en confiance, et qui espèrent que nous allons faire tous des renoncements républicains pour arriver à une dynamique citoyenne et républicaine pour donner une alternative crédible et durable aux générations futures. À ma droite, lui, nous vient du Manidem. Bédimo Kouo est chargé de la communication du comité de réorganisation du Manidem. Bienvenue, Bédimo Kouo. Oui, merci et merci de nous accueillir. Bienvenue chez vous. Oui, voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez que c'est un plaisir pour nous, hein, et un devoir de parler à nos concitoyens. Donc c'est avec plaisir que nous venons chez vous chaque fois que nous sommes invités. Mais comment se porte le Manidem et sa réorganisation? Oui, très bien. La preuve, je suis invité ici. Ça veut dire que le dynamisme est en marche. Les instances dirigeantes sont suspendues. Nous avons mis à la place ce comité de réorganisation et bientôt, à l'issue du congrès, vous verrez les nouvelles instances dirigeantes du parti. En attendant, donc, on va accueillir un autre et non des moindres invité de ce plateau, électeur adjoint au maire dans le 2e arrondissement, un responsable de la communication du Shadow Cabinet, voilà, au niveau du Social Democratic Front. J'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Robert Wafo. Bienvenue, M. Wafo. Bonsoir, vous allez. Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM, la télévision du monde. J'espère que ce débat sera républicain et que les Camerounais en sortiront, je veux dire, les auditeurs, les téléspectateurs de LTM en sortiront, n'est-ce pas, comment je peux dire, mieux avertis qu'avant le début de cette émission. Le 4e invité qui va nous rejoindre dans le cours des discussions, c'est Maître Achungu Tabe Julius. Il est donc avocat, il sera avec nous dans quelques minutes, mais pour l'instant, place aux échanges. Le zapping cet après-midi est consacré à la dernière visite d'inspection de la CAF au Cameroun. La CAF dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 qui a pu évaluer non seulement l'état d'avancement des travaux des différents stades, mais également des hôtels, non sans parler de tout ce qui est prévu autour sur le plan santé et surtout de l'aéroport international de Douala. On en parlait déjà la semaine dernière, mais un fait s'impose tout au long de cette visite. Je prends le cas de Douala.
Douala, on a eu à avoir une sorte d'orchestration où les hommes de médias étaient un peu mis à l'écart. Là, on va essayer de faire le point de cette visite d'inspection. Je vais commencer par vous, Monsieur Wafo, qui est ici dans la ville de Douala, pour ce que nous avons vécu de très près. Comment avez-vous apprécié cette visite de cette commission d'inspection? D'abord, la mise à l'écart, n'est-ce pas, des médias à capitaux privés est la preuve de ce que quelque chose se trame, est la preuve de ce que les pouvoirs publics entretiennent, n'est-ce pas, un clair-obscur sur cette affaire. Bon, ben, maintenant, en parlant donc, d'ailleurs, ce qui est inadmissible, parce que les médias à capitaux privés remplissent aussi un rôle de service public. Et c'est pas la première fois que vous êtes discriminés, et ça, il faut le dire ici clairement. Le SDM n'a eu de cesse de dire que parce que vous remplissez une mission de service public, informer, éduquer et puis divertir, tout comme les médias à capitaux publics, vous devez quand même avoir un traitement décent. Parce qu'on ne comprend pas que jusqu'aujourd'hui, depuis, n'est-ce pas, l'institution de la redevance audiovisuelle, par exemple, que les médias à capitaux publics n'en bénéficient pas du tout. C'est pas du tout normal. Et maintenant, que pour une simple visite d'inspection, c'est encore que c'est la première visite parce qu'il y en aura 3. Quand vous mettez à l'écart, je trouve que c'est fortement suspect. Et on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour que cette CAN soit organisée. Parce que quand on organise une CAN, c'est déjà pour promouvoir l'image du pays à l'extérieur. Alors déjà, quand il y a ce premier couac, on comprend très bien qu'il y a des choses à cacher. Bon, ben maintenant, j'espère tout simplement que les moyens seront mis en œuvre, soit pour que cette CAN soit bien organisée, parce que, et que dorénavant, les médias capitaux privés, n'est-ce pas, feront partie prenante, n'est-ce pas, de tous les médias qui sont invités. Et bon, maintenant, sur un autre aspect, si on doit parler de la CAF, bon, je ne suis pas convaincu, d'ailleurs, comme plusieurs Camerounais, de l'opportunité de tenir de cette CAN, parce que, voyez-vous, on observe déjà les répercussions au niveau donc, du budget de l'État, notamment le budget de 2018. Vous allez voir que tous les ministères, en ce qui ont un impact direct, n'est-ce pas, sur la vie des populations, ont connu un budget en baisse. Vous allez voir, donc vous verrez, si vous parcourez dans le budget de l'État, le ministère, vous verrez que le budget du ministère de la Santé, le budget a baissé de 2017 à 2018. Le budget du ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Développement, de l'Habitat et du Développement urbain, tous ces budgets ont connu une baisse. Et de façon globale, par rapport à 2017, cette baisse se situe à hauteur de 17%. Donc, vous voyez bien, tout ceci... Pour vous, c'est plutôt un rendez-vous... Non, mais tout ceci parce qu'on est en train, n'est-ce pas, de préparer la CAN. Parce que quand vous regardez bien ce budget, l'accent était plus mis sur les infrastructures en vue de l'organisation de cette CAN. Bon, voilà, donc je pense pour ma part qu'on gagnerait à être un peu plus sérieux quand on élabore un budget, ou bien alors quand on veut organiser, n'est-ce pas, une manifestation continentale, parce que c'est de très grande ampleur. Et puis bon, voilà, donc il ne faut pas oublier, ça fait 5 ans que nous avons décroché, n'est-ce pas, l'organisation de cette CAN. Depuis, on n'a rien fait, on rafistole tout en dernière minute, et puis voilà où on se trouve aujourd'hui. Monsieur Bedimoko, comment avez-vous accueilli cette commission d'inspection au Cameroun? Voilà, en tant que politique aussi. Oui, absolument. Donc, je vais remonter un peu plus loin avant la visite d'inspection proprement dite. Vous savez, lorsque la CAN a été annoncée au Cameroun, le MANIDEM, au courant d'une conférence de presse, a donné clairement sa position. C'est-à-dire, contrairement à ceux qui pensent que tout ce qui met bien en difficulté est bon à prendre, nous avons affirmé clairement que la CAN était une bonne chose pour le Cameroun. Pour 3 raisons au moins principales. Premièrement, la CAN permet d'avoir des infrastructures. Quand on a construit des stades, des routes, des hôpitaux et quand on a amélioré les télécommunications, c'est une bonne chose parce que là, on espère au moins que ce sera pour longtemps. Deuxièmement, ça crée des richesses. Lorsque les marchés sont bien passés, ça crée des richesses au niveau du pays. Lorsque les hôtels sont pleins et on imagine tous les effets induits que peut apporter une compétition de cette envergure, ce n'est qu'une bonne chose. Et la troisième chose, et non la moindre, est que ce que nous n'arrivons pas à faire depuis, bien que ça soit devenu un slogan maintenant que tout le monde parle de vivre ensemble, oui. Au moins la CAN peut regrouper le peuple autour d'un idéal, c'est-à-dire on peut se regrouper tous ensemble en train de festoyer pour un idéal commun, pour un grand événement. Pour ces 3 raisons tout au moins, nous avons dit la CAN c'est une bonne chose pour le Cameroun. Seulement, pour que ces 3 conditions soient réunies, il faut
que la CAN ne soit pas organisée à la camerounaise. C'est-à-dire, nous avons parlé tout à l'heure des infrastructures, il faudrait qu'elles soient bien faites, qu'elles soient bien pensées, bien construites, que les marchés se passent bien, pas comme nous savons bien le faire ici, de gré à gré, et que ce soit des marchés de complaisance. Troisièmement, qu'on profite donc de cet événement justement pour en faire un vivre ensemble que nous jetons depuis comme un slogan dans tous nos discours. Hélas, nos craintes sont en train d'être avérées. C'est-à-dire, quand on voit la manière avec laquelle les choses sont en train de se passer maintenant, il y a lieu de craindre. On revient donc à cette visite d'inspection de la CAN et on voit que c'est en train de se passer exactement à la Cameroun, comme nous savons le faire. Premièrement, c'est une visite qui devait être une visite normale, comme ça se fait dans tous les pays. Mais maintenant, le tralala qu'on a mis autour de la visite cache mal quelque chose de malsain. C'est des flonflons, c'est des motards à gauche, à droite, comme j'ai dit, c'est tout le tralala. Et maintenant, qu'est-ce que ça cache? Ça cache qu'on a vu des stades où on a monté des ouvriers et des engins à la hâte. Ça s'est vu au stade de Mbapé-Lépé, à la hâte, pour faire diversion et montrer à la commission qu'effectivement le travail est en train de se faire. Nous savons la vitesse avec laquelle sont en train d'évoluer les choses. Nous avons entendu des soi-disant prestataires qui sont en train de dire qu'ils ne connaissent même pas la délimitation des terrains qu'ils doivent construire. Tout cela fait peur et montre que nos craintes étaient avérées, c'est-à-dire les choses sont en train de se passer malheureusement à la camerounaise. Et Jean-Robert le disait tout à l'heure, nous ne sommes que la première inspection, il y en aura d'autres. Pourquoi pense-t-on qu'en faisant tout ce ramdam autour de cette première inspection, peut-être pense-t-on, comme nous savons bien le faire chez nous, que ça aurait une certaine influence sur le rapport, mais ça c'est rêvé absolument. Ben pourquoi pas, monsieur le maire Jacques Maboula, oui, il parle de front-front, on en a prévu, mais peut-être c'est une façon également d'améliorer, d'arrondir les bords pour avoir un résultat positif. Vous savez, déjà gouverner c'est pas facile, réaliser des projets encore plus difficiles. Donc, je voudrais demander aux Camerounais d'être indulgents, de rester positifs et de rester solidaires par rapport à un projet qui est déjà arrêté. Il y a des fonds qui sont investis. Que ce projet n'aboutisse pas, ça ne renchérit pas, ça n'apporterait pas de la prospérité au Cameroun. Mais au contraire, c'est en accompagnant dans l'esprit ce projet que les Camerounais pourront bénéficier de tous les investissements issus de ce projet et de tous les avantages que peuvent apporter ce projet. Ceci dit, la commission d'inspection, je souhaiterais qu'elle fasse son travail pour que nous ayons en héritage des infrastructures durables, pérennes, qui pourront permettre à nos enfants d'avoir un confort de jeu et une expression sportive qui soit comparable à ce qu'on voit dans d'autres pays. Et je voudrais attirer également l'attention de ceux qui sont en charge de ce projet, de savoir qu'ils bâtissent pas seulement pour la CAN, mais ils bâtissent pour les générations à venir et ils doivent véritablement être sérieux et rigoureux pour que ce projet ne soit pas une coquille vide. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, s'il fallait donner un conseil à ceux qui sont chargés de mettre sur pied justement ces infrastructures et tout, pour qu'on soit dans les timings dans les jours à venir, on va commencer par vous. C'est le zapping, c'est juste un tour d'horizon que nous faisons sur ce sujet. Vous pensez que qu'est-ce qu'il faut encore ajouter dans cette marmite, entre guillemets, pour avoir une bonne cuisson à la fin? Non, mais écoutez, nous sommes déjà dans la nasse, donc comme le même Baboula a dit, bon, il faut bien nager. Souhaitons tout simplement que nous allons pouvoir organiser cette CAN. Bon, c'est vrai, peut-être à la camerounaise, mais au moins qu'il y ait un sursaut d'orgueil de dernière minute, parce que voyez-vous, qu'on parle de laisser quelque chose à la postérité, de laisser quelque chose à travers cette CAN. Mais il y a un problème, parce que tel que ça se passe jusqu'à présent, qu'est-ce que les entreprises camerounaises ont bénéficié par rapport à tout ce qui a été déployé comme moyen? On nous parle donc des préfabriqués. J'ai dit tantôt que ça fait 5 ans que nous avons obtenu l'organisation de cette CAN. On aurait pu, dès qu'on obtient, d'abord, avant même de candidater, il fallait déjà qu'on soit à un minimum, ce qu'on n'a pas fait. Et quand on a candidaté et on nous a accordé, n'est-ce pas, cette organisation, nous avons dormi. Donc, passer le temps à dormir pour nous lever à la dernière minute. C'est pour ça que il est difficile de donner du tort à ceux qui estiment que le président de la CAF a pratiquement sauvé le Cameroun de cette organisation. Parce que s'il n'avait pas sonné le tocsin un peu plus tôt,
on serait toujours en train de dormir. C'est parce que c'est dès qu'il a dit que le Cameroun n'est pas prêt que effectivement les gens se sont réveillés à Yaoundé. Donc il faudrait que les Camerounais à un moment donné au moins aient l'humilité de dire ok, lui au moins derrière ce qu'il a dit, c'est vrai que ça c'était un peu donc on a pris ça comme une humiliation du Cameroun, mais tout au moins il aura eu le mérite, n'est-ce pas, de nous sortir de notre torpeur. Et j'ai parlé des gains, qu'est-ce qu'on aura comme plus-value d'abord avant cette organisation? Les entreprises camerounaises, c'est les préfabriqués. Il n'y a pas de plus-value, donc, n'est-ce pas, au niveau des entreprises camerounaises. Au contraire, on a passé des bons de commande à des entreprises étrangères, notamment italiennes, en matière de préfabriqués, qui ont, n'est-ce pas, augmenté leur chiffre d'affaires là-bas et qui ont engagé un peu, ou alors sauvé des emplois pour des entreprises qui étaient donc en difficulté là-bas. Et les nôtres, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Qu'est-ce qu'elles sont dans tout ça? On a parlé, n'est-ce pas, du tourisme. Oui, il faut le tourisme. Mais combien d'hôtels sont déjà sortis sous terre depuis 5 ans? Voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire là, maintenant, c'est-à-dire qu'en tant que patriote, encore que patriote, être patriote ne veut pas dire qu'on ne doit pas relever ce qui n'est pas bien. Au contraire, le vrai patriote, c'est celui qui sonne le tocsin un peu plus tôt. Donc, espérons tout simplement que, comme on dit souvent, comme on a, n'est-ce pas, un jargon ici, je veux dire un slogan ici, on dit souvent que, bon, impossible n'est pas camerounais, de même qu'on a dit santé pour tous en l'an 2000 et nous sommes en 2018, espérons quand même que, bon, nous allons sauver dans la face. Un sursaut d'orgueil, c'est ce qu'il nous faut, M. Bedimo, pour se donner une chance d'avoir cette canne de qualité au Cameroun. Oui. Beaucoup de fautes ont déjà été commises. Là, on vient de les relever. Il y a lieu maintenant d'essayer de sauver ce qui peut encore l'être. C'est-à-dire, je vais peut-être me répéter, de comprendre que la CAN est un événement important pour notre pays, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, pour les infrastructures qui peuvent rester, pour la richesse que ça peut créer si les contrats sont bien menés, si les choses sont bien faites, et maintenant pour rassembler le peuple autour d'un idéal. Donc il faut qu'on comprenne que on devait y mettre un peu de sérieux dans la passation des contrats, dans la réalisation des infrastructures qui doivent être faites. Mais il y a lieu d'avoir peur cette fois-ci encore parce que quand on ne s'arrête qu'à l'affichage qui est en train d'annoncer la CAN, on comprend tout de suite que c'est quelque chose de fait à la hâte. Comme au Cameroun toujours, on est surpris partout, donc on se demande si c'est 48 heures avant qu'on a su qu'il y aurait inspection, donc il fallait faire des affiches avec tout ce qu'on a comme professionnels en communication ici, les affiches qui sont en train d'annoncer la CAN sont tout simplement lamentables. Et dernière chose, il faudrait que ceux qui ont en charge ce comité d'organisation comprennent que c'est un événement important pour le peuple, pour le pays, et qu'on ne fasse pas, comme on sait bien le faire, un événement à la gloire de Paul Biya. Bon, en attendant qu'on y arrive, on va rester simplement sur cet environnement sportif. On en profite pour accueillir notre quatrième invité. Je vous le disais tout à l'heure, Maître Achou Julius est avec nous cet après-midi. Il est avocat. Bienvenue, Maître. C'est un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous accueille. Plaisir le mien. Voilà, je vous accueille directement. Hein, vous nous retrouvez dans des discussions. On parlait de cette visite d'inspection de la CAF au Cameroun. Quel sentiment vous avez après ce premier arrêt effectué par la CAF quant à l'organisation de la CAN 2019? Moi, je suis vraiment content que la CAF a décidé de venir faire des vérifications sur place. Et je pense qu'il est tout à fait normal que ça se réalise. Mais de l'autre côté, je pense que nous avons des problèmes d'organisation parce que tout a été monopolisé par les fonctionnaires. Le Cameroun a toujours peur de créer des hommes d'affaires riches et crédibles. Normalement, dans une organisation de tel genre, on devait privatiser tout. On cherche les Camerounais qui sont capables de le faire. On les confie des missions qui sont supervisées par les fonctionnaires. Or, nous avons un système dans lequel c'est le fonctionnaire qui fait les plans, c'est le fonctionnaire qui décide qui fait quoi, c'est le fonctionnaire qui exécute, ainsi de suite. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il est temps, n'est-ce pas, qu'on commence à créer. Parce que, il faut imaginer, nous avons un pays. Regarde, tous ces investissements, aucun homme d'affaires camerounais, n'est-ce pas, est là pour vous dire que moi, je vais faire quelque chose pour mon pays. C'est pas normal. On a privatisé, mais on a donné ça aux étrangers qui ont fait les préfabriqués, comme l'autre vient de dire. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est ça le problème de ce pays. Les fonctionnaires ont montré qu'ils ont beaucoup de limites. Or, comme ils ont ces limites-là, à cause de la hiérarchie, à cause de la façon, la bureaucratie, ainsi de suite, il faut privatiser un certain nombre de choses. On devait le privatiser et il devait être là seulement pour superviser. Et s'ils ne le font pas,
Nous allons rater beaucoup de choses dans ces cas. Parce que depuis que le chef de l'État a dit, moi je me suis mis dans cette histoire pour que ça réussisse, on regarde toujours sur le terrain qu'il y a trop de lenteur. Trop de lenteur. Et c'est pas normal parce que, bon, il faut imaginer qu'elle doit quitter Yaoundé tout le temps pour aller à Limbe, pour aller à Bafoussam, pour aller à Boya, pour aller venir sur Douala, pour vérifier ces choses. C'est pas possible. Il ne peut pas se diviser. Il faut privatiser et chercher les hommes d'affaires dans toutes ces localités pour faire certains nombres pour faire ces travaux. Ça va aller très vite et les gens vont réaliser que c'est même profitable pour le Cameroun. Voilà. C'est hyper important. On va prendre... voilà. Je vais vous dire, vous semblez être surpris, moi je ne suis pas surpris. J'ai dit que ça fait 5 ans qu'on a décroché l'organisation. Vous savez ce qu'on appelle les urgences au Cameroun. Les gens ont retardé le lancement des travaux parce qu'ils voulaient tomber sous le coup de l'urgence. Et quand il y a urgence, vous savez très bien que la commission de passation des marchés, on met ça de côté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avis d'appel d'offres. On sait très bien que parce qu'il n'y a plus d'avis d'appel d'offres, c'est comme ça que les fonctionnaires, que vous décriez d'ailleurs à juste titre, parce qu'ils doivent se mettre à l'écart, laisser les opérateurs économiques, n'est-ce pas, se déployer pour avoir, n'est-ce pas, des plus-values, parce qu'il y aurait vraiment une plus-value en termes d'emploi et tout. Ces fonctionnaires-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient dans les retours commissions. À partir du moment où il n'y a pas d'avis d'appel d'offres. Donc, vous voyez, l'urgence crée des richesses, mais pas pour le pays. Mais pour ces fonctionnaires véreux et incompétents qui meublent la sphère décisionnelle de ce pays. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est une stratégie, c'est une manœuvre entretenue. Et je suis d'accord avec vous que quand il y a des événements pareils, il faudrait que les fonctionnaires se mettent de côté, qu'ils régulent juste. Voilà, une dernière réaction, monsieur le maire. En réalité, Maître Achou est déjà dans la dynamique de la Nouvelle République où on travaille avec des acteurs privés, des nationaux et où on met de la coopération technique pour réaliser de tels ouvrages. C'est clair que on ne peut plus se poser des questions sur comment les choses se feront. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est clair que aujourd'hui la gouvernance en place, c'est une gouvernance par tâtonnement et bricolage. Donc, moi, je me pose plus de questions à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cet instant? Il faut tout simplement se préparer à prendre la relève parce que le Cameroun a besoin d'un État qui met au centre ses entrepreneurs privés pour créer des richesses durables. Et voilà, pour l'instant, ça ne peut pas se faire. On en parlera tout à l'heure dans les perspectives politiques en 2018. Bonsoir, le panel du côté de Garoua. Les travaux avancent au pas de géant par une société américaine pour tous les sites, stades, hôtels, continuer à édifier les Camerounais. C'est Abdoul depuis Garoua qui nous écrit ce matin. C'était juste le zapping cet après-midi, une actualité sur laquelle nous avons marqué un arrêt tout de suite. Nous passons sur la sellette. Le président du Social-Démocratique Front, John Fundi, est sur la sellette cet après-midi. Le premier parti d'opposition au Cameroun qui a tenu le week-end dernier sa dernière réunion, M. Wafo est assis avec nous, plus disposé à nous en dire plus. Au sorti de ces travaux, on pourrait croire qu'en ce moment, le président John Fundi est poussé un tout petit peu vers la sortie du parti et appelé à céder la place à quelqu'un d'autre. Est-ce que cette vision de l'opinion publique, à votre avis, M. Wafo, est bonne? Tout d'abord, je tiens à remarquer que la déferlante médiatique qu'il y a eu, ainsi que les multiples commentaires, des centaines de milliers de commentaires sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les chaumières, n'est-ce pas, témoignent de l'intérêt que nos compatriotes, n'est-ce pas, portent au loisir. Voilà. Donc c'est déjà ça, donc vraiment c'est déjà un point important à souligner. Bon, de deux. Maintenant, vous savez, nous avons un mécanisme de fonctionnement. Quand nous tenons nos réunions du comité exécutif national, ces réunions sont sanctionnées par des résolutions. Et les résolutions, vous les avez eues. Je vous ai personnellement envoyé ces résolutions. Heureusement que vous êtes là. Personnellement, je vous ai envoyé. Je confirme. Voilà. Et bon, que dit-on dans ces résolutions? On a fixé, n'est-ce pas, la date définitive du congrès. C'est le 22, 23 et 24 février prochain. Et bien évidemment, on a demandé aux structures régionales, n'est-ce pas, d'organiser des primaires en vue de sélectionner, n'est-ce pas, en vue éventuellement d'organiser des primaires au cas où il y a deux candidats dans un même poste. Nous sommes également exprimés sur la crise anglophone. Bon, mais maintenant, il y a eu des supputations.
sur ce que... Tiré peut-être du fait que vous ayez habitué l'opinion dans les années antérieures à signaler directement votre candidat président et faire des primaires pour le reste des postes à pouvoir. Et c'est la première fois que vous repoussez également. Non, d'abord je vais dire, dans les résolutions, nulle part il est inscrit que le chairman Izion Foudi ne sera plus candidat. Ça c'est la première chose, candidat à la direction du parti. Parce qu'il faut faire une précision claire. Être président national du parti ne veut pas automatiquement dire que vous êtes candidat du parti à l'élection présidentielle. Chez nous, il n'y a pas de candidat naturel. Donc, il y a des primaires qui sont organisées. Il faut que les Camerounais le sachent. Il y a des congrès et il y a possibilité, par nos textes, qu'au cours du congrès, qu'on puisse, par exemple, choisir, qu'on puisse élire le président national et élire également le candidat à l'élection présidentielle. Mais une fois de plus, je dis, ce n'est pas, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de candidat naturel. C'est deux choses différentes. Être président national du parti ne vous confère pas automatiquement le poste ou alors la candidature à la présidentielle, je veux dire à la présidence de la République. Donc, maintenant, je vais donc vous dire que le chairman a eu le mérite, ça il faut le dire, il faut le reconnaître, il a beaucoup cher payé, n'est-ce pas, en étant à la tête de ce parti. Nous savons tout ce qu'il a vécu. Il est allé jusqu'à perdre son épouse parce qu'elle était en train de travailler pour le compte du parti. Le chairman s'est sacrifié pour ce parti et il a eu le mérite d'éviter l'upécisation du SIF tel que voulu par le régime en place. Écoutez, vous allez... Rassurez-vous, vous aurez l'occasion de rebondir. Ça veut dire quoi? Avec la collaboration, non, je veux dire ceci, avec l'entraide, je veux dire avec l'aide, n'est-ce pas, de tous les militants, il a pu empêcher que le SDF soit morcelé. Ça, c'est un mérite qu'il faut lui reconnaître. Parce que c'était pas facile, il a encaissé des injures, ce qui est également logique en tant que président d'un parti politique. Je vous en prie, tout est coupé. Les gens ont fait croire que dans le SDF, c'est lui seul qui décidait, c'est faux. C'est le comité d'équipe national qui décide. Et plusieurs fois, je vais vous dire sur ce plateau, ça je le dis en toute honnêteté, de ma posture de responsable, Charles Camille en charge de l'information et donc des médias, il y a eu des moments, moi j'ai participé à plusieurs NEC, où il y a eu des moments où il a émis une idée, et l'idée n'est pas passée, et il s'est plié à la volonté des membres du NEC. Ça s'est passé plusieurs fois. Donc, je veux dire quoi, pour ce qui concerne donc les futures échéances, nous avons un congrès que nous préparons. Les candidatures sont en train d'être acheminées, ça c'est clair, pour les différents postes à pouvoir au NEC. Il y a la cellule d'investiture qui est en train d'être, donc qui est mise sur pied et qui va valider ou invalider les candidatures qui lui seront transmises. Voilà où on en est maintenant. Le reste, vraiment, je peux vous dire une chose, c'est quoi, n'est que supputation, encore que pour la candidature à la présidentielle. Mais être candidat à la présidentielle n'ajoutera pas une ligne sur le CV de combattants et de patriotes du chairman. C'est connu. Donc, voilà. Quand on revient vers vous, chuter, je vous ai pas pourquoi. Pour chuter, nous, au SDF, quand nous nous auscultons, nous sommes préoccupés par rapport aux futures échéances électorales, mais quand nous nous comparons, nous nous rassurons. D'accord. Aux autres partis politiques, Monsieur Bedimo, le chairman, c'est la première fois quand même qu'on entend parler avec cette ouverture à une possible élection pour le candidat présidentiel du Social Democratic Front. Est-ce qu'on peut penser qu'il est un tout petit peu poussé vers la sortie, le chairman? Mais moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que même le militant du SDF ne sait pas, parce que là, il a fait un long développement, mais moi, je n'ai pas compris quelle était la position exacte à la fin de son... C'est parce que vous avez des préjugés. Bon. Non, mais moi je ne suis pas militant du SDF, mais je donne mon avis en tant que membre militant, membre politique, acteur politique au Cameroun et militant d'un parti qui en 20 ans a eu 4 présidents à sa tête. Moi je dis par rapport à la rumeur, parce qu'il s'agit souvent d'une rumeur, que c'est... Ou plutôt une lecture des faits. Nous, au Manidem, c'est quelque chose que nous encourageons. S'il y a alternance à la tête du SDF demain, nous l'encourageons fermement, parce que nous disons, au moins l'exemple du Mandem va être copié. Et je voudrais ajouter ceci, l'alternance que nous voulons à la tête de l'État, même si nous, Mandem, on parle d'alternative, parce que c'est deux choses un peu différentes. Au Cameroun, il ne s'agit pas actuellement du changement à la tête. Il ne s'agit pas de changer Paul Biya par quelqu'un d'autre, mais il s'agit de changer tout un système qui est installé depuis 1960, le néocolonialisme, c'est lui qui s'agit de changer. Bon, je reviens sur maintenant l'alternance à la tête du SDF. Supposons qu'il y ait alternance à la tête du SDF. Ça ne peut être qu'un bon exemple. Bon, vous êtes en train de dire que c'est le plus grand parti
de l'opposition. Le premier parti d'opposition au Cameroun. Il faudra que cet exemple fasse tâche d'huile, parce que ce que nous voulons à la tête de l'État, si nous sommes déjà incapables de l'appliquer au sein de nos formations politiques, ça ne vaut pas la peine. Il faut au moins donner cette image-là que nous pouvons faire prévaloir la démocratie au sein de nos institutions avant d'avoir la prétention d'aller appliquer la démocratie pour tout un pays. Donc ça ne peut être qu'une bonne chose si ça arriverait au SDF. Et pour me reprendre, j'espère que l'exemple du Mandem va être suivi, parce que nous, on s'est bien changé de président à la tête de notre parti. Même si après, ces résultats ne sont pas toujours escomptés aussi. Nous changeons de président. Nous sommes à 4 présidents au bout de 20 ans d'existence. Que les autres copient l'exemple. Je crois que le SDF est en train de faire sa mue. Il faut accorder au SDF le temps de se remettre en question, d'envisager éventuellement l'avènement d'une nouvelle génération aux affaires. Le chairman John Trudy, pour qui j'ai beaucoup de respect, a mené un combat. Et je crois qu'à un certain âge, il faut savoir se dire on peut coacher à distance et laisser de nouveaux acteurs sur le terrain. Je souhaiterais qu'au sein du SDF, qu'il fasse une réflexion visant à donner un statut honorifique au chairman, qui pourra désormais être un conseiller, un sage pour ce parti. Mais il est vital et important que pour l'avenir de ce pays, qu'il y ait de nouveaux acteurs qui ont la capacité de suivre, de contrôler, d'être présents physiquement sur le terrain et de pouvoir regarder dans tous les cahiers de gestion ce qui se fait. À un certain âge, on ne peut plus faire tout cela et il faut confier à la succession. Pour vous, ce serait une solution positive également? Ce serait une solution positive et ce serait même une note d'espoir pour notre démocratie et pour notre République. Et je crois que tous les partis devraient s'inspirer de cette transition qu'il y a eu au Malidem et faire en sorte que les nouvelles générations arrivent aux affaires. Parce que construire un pays demande d'avoir du temps, de la force, de l'énergie, de la disponibilité et de ne pas toujours être en train d'aller se soigner parce qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Je crois qu'à un certain âge, il faut savoir passer la main pour permettre de voir que la gouvernance, ce n'est pas l'éternité au pouvoir. La gouvernance, c'est préparer des générations à assurer la relève. Et quand vous avez déjà un âge donné, vous n'êtes plus le père, vous êtes l'enfant. Parce que c'est votre fils qui vous tient la main. C'est lui qui vous conduit partout où vous voulez aller. Alors vous n'êtes plus un père. Certes, vous êtes le géniteur, mais à ce moment-là, vous devenez le bébé de la maison. Et c'est tout le monde qui s'occupe de vous. À cet âge-là, il faut donner la main et permettre aux générations qui suivent de prendre la relève. Et je souhaite au chairman d'avoir ce sursaut patriarcal de franchir la deuxième marche de la politique, à savoir passer le pouvoir. Maître Achou, une possibilité également pour le chairman de tourner la page et de garder la belle histoire que M. Wafo nous racontait tout à l'heure. Les bons souvenirs uniquement. Moi, je pense que la page n'est pas vraiment tournée. Parce que, comme disait mon président, ne reste pas au pouvoir qui veut et qui peut. Depuis qu'on a eu des rumeurs que le chairman veut jeter l'éponge, on n'a même pas encore entendu quelqu'un qui a osé dire que moi, je serai candidat jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut imaginer le SDF dans une situation de vide. Il n'y a personne qui veut bloquer le poste de président. Qu'est-ce que le chairman va faire? Il va revenir. Donc, pour le moment, je pense que on reconnaît ce que le chairman a fait pour le pays, parce que pour tenir comme un leader d'un parti opposition, n'est-ce pas, partout dans le monde, c'est pas facile. Et il a tenu. Et je le félicite pour ça. Mais il a seulement jeté l'éponge. Rien ne dit pas il peut reprendre à tout moment. Et le rincer pour recommencer à zéro. Parce que jusqu'à présent, personne dans ce pays n'a dit je veux. Comme Akereb a osé dire dans son mouvement. Oui, il faut qu'on attend pour voir si quelqu'un va le remplacer comme candidat d'abord. D'accord. Pour relancer M. Wafo. C'est quand même le président de mon parti, vous ne pouvez pas prendre plus de paroles comme non, rassurez-vous, M. Wafo, je viens à vous et c'est vous qui avez la censure. Bon, allez-y. Allez-y. Non, mais puisque vous êtes trop enthousiasmé par le SDF, allez-y. On a dit tout à l'heure que le SDF était le plus grand parti de l'opposition. Le premier parti de l'opposition au Cameroun, pas le plus grand, le premier de par les chiffres, le nombre de représentants également dans la gestion au Cameroun, c'est le premier parti d'opposition. Oui, mais permettez-moi de revenir sur une ou deux choses de ce que vient de dire Maître Achou.
je considère son discours comme un discours dangereux. Parce que si j'ai bien compris, lui, il ne voudrait même pas que John Fundi démissionne. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Pourquoi? Parce qu'il est militant du RDPC. Et puis quand on parle de démission ou alors passation de pouvoir de Fundi, il voit son président aussi passer le pouvoir, ce qui est impensable dans leur chapelle politique. Moi je dis, c'est un discours dangereux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a détourné la jeunesse de la chose politique. C'est ça qui a empêché les jeunes actuellement de prendre leur destin en main. Pourquoi? À force de voir tous ces octogénaires et nonagénaires qui s'agrippent, qui se cramponnent au poste et qui ne veulent rien céder à la jeunesse, c'est suffisant pour décourager les jeunes. Donc là maintenant, quand on voit un militant du RDPC, ne même pas penser à une éventuelle passation de pouvoir de John Fundi, moi je trouve que c'est un discours dangereux. Et non, bien sûr, il faut que même chez nous, les partis politiques d'opposition, que tous ceux qui sont à la tête de ces partis, depuis leur création, et qu'ils en sont les grands maîtres, les gourous et tout cela, sachent qu'ils ont une responsabilité historique vis-à-vis de la jeunesse, parce que leur longévité a détourné complètement la jeunesse de la conscience politique. Voilà. Ben voilà, je relance M. Wafo avec ce SMS d'un téléspectateur Imbami qui nous écrit « Bonsoir à tous. Dites à M. Wafo d'être plus explicite. » C'est été à vous, c'est un téléspectateur qui apparemment n'a pas totalement compris si oui ou non. Non, mais peut-être voilà. qu'il a suivi mon développement en chemin. D'accord. Je suis en train de dire ceci. Il est amoureux du Tchema. Je ne suis pas amoureux du c'est une autre Tchema. alternative. Je suis reconnaissant vis-à-vis du Tchema, ce n'est que normal. C'est le seul parti politique d'envergure qui n'a pas connu une upicisation. Ça, c'est un mérite qu'il faut lui reconnaître. Peut-être parce que... Non, je vous en prie, nous ne chassons personne. L'article 8 c'est l'auto-exclusion, ce n'est pas l'exclusion du parti, c'est l'auto-exclusion. Il faut que ce soit clair, c'est parce que les gens ne lisent pas les statuts. Par exemple, quand vous vous intéressez à un parti politique, prenez au moins la peine de savoir ses mécanismes de fonctionnement, de parcourir un temps soit peu les statuts. Donc vous dites qu'on a chassé personne, les gens sont partis d'eux-mêmes. C'est l'auto-exclusion, l'article 8.2, il faut que ce soit clair. Vous avez vu, par exemple, des gens partis, on n'a jamais dit, toi, quand tu poses un acte qui est anti-parti, tu t'auto-exclus toi-même. Donc, je voulais corriger ce que vous aviez voulu dire là tout à l'heure. Et puis, moi, je vais dire une chose, avant de répondre à la question du téléspectateur. Mais, M. Bédilou, vous avez eu 4 présidents. C'était la volonté de vos militants, n'est-ce pas? Absolument. Bon, nos militants ont accepté que le SDF ait un seul président. Et je vous rappelle qu'à chaque congrès électif, le chairman t'a dit que va aux élections. J'en veux pour preuve même le dernier congrès. C'est ça qui va vous surprendre parce qu'il faut que les téléspectateurs le sachent. Quoique étant seul à son poste de président, le comité d'organisation a exigé qu'il y ait vote avec bulletin unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait achat de conscience. C'est-à-dire on a dit, ok, il y a le bulletin unique, il est seul à son poste, mais il faut qu'on essaie donc de tester sa popularité, qu'il ait une légitimité, c'est-à-dire au sein de l'appareil, à la tête de cet appareil. Et comme c'est lui qui a gagné. Vous en prie. Non, mais les gens pouvaient venir, ils vont là-dedans. S'il y avait plus de mécontents, ils auraient pu aller là-bas dedans. Et puis, bon, le tiers-man s'en sort avec 30% qu'ils seraient toujours élus. Parce qu'il était seul, on a dit non, ok, bulletin unique, on a imposé. Et d'ailleurs, le vote était tellement rapide parce que quand il y a le bulletin de vote, il y a impossibilité d'avoir des achats de conscience. Ils sont allés, nos camarades, c'est-à-dire que les délégués, les congressistes, dont j'en faisais partie, sont allés et ont voté le chairman. Même aujourd'hui, quand vous dites qu'il n'y a pas de que le chairman est seul, non, il n'est pas seul. J'ai dit tantôt, le poste de président national du SDF ne confère pas automatiquement l'élection, donc la candidature à l'élection présidentielle du Cameroun. La preuve, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a 3 ou 4 candidats qui sont manifestés au poste de candidat à l'élection présidentielle. Dans le parti, ils sont en train d'aller rencontrer dans les délégués du parti. Voilà, ils sont là. Je vous dis, il y a 3 ou 4 candidats. Donc vous comprenez que, voilà, c'est qu'il n'y a pas un diktat, il n'y a pas de candidat naturel. Les militants s'expriment, ils vont s'exprimer. Si vous ne parvenez pas à convaincre les délégués, vous ne pouvez pas passer. Donc c'est 2 choses différentes. La présidence du parti et le candidat à l'élection présidentielle. Les 2 passent par des élections. Donc je crois avoir répondu à la préoccupation
du téléspectateur. Et le moment viendra, il ne m'appartient pas à moi de dire, voilà les candidats, donc voilà les candidats à la candidature. Être candidat à l'élection présidentielle suppose qu'on a un rendez-vous avec le peuple. C'est cette personne-là qui doit être la première à dire OK, à s'exprimer au Camerounais, d'abord aux militants et ensuite aux Camerounais pour dire OK, je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est un destin personnel. Donc, vous comprenez très bien que dans le SDF, la démocratie est là, elle est constante. D'ailleurs, elle a été consacrée par nos pères fondateurs dans nos statuts qui sont la direction, qui sont l'unique boussole du parti. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, John Fundi doit réellement laisser le combat aux jeunes qui ont de nouvelles visions et aider l'opposition à pouvoir croire que nos idées seront portées par des hommes de valeur. Donc, il laisse le combat aux jeunes pour qu'on gagne cette élection. Il a déjà eu à faire ses preuves, mais en vain, son vice-président semble être très bien placé pour être le successeur. Bonne suite à vous sur le plateau. C'est Laurent Joya depuis la ville de Poli. Nous sommes dans le Nord. Bonsoir à vous. C'est énorme, hein? Ces SMS, ils sont très longs. Monsieur Ekwele Alphonse, bonsoir à vous, monsieur le maire. J'ai aimé votre discours, franchement. Je suis d'accord et de tout cœur avec vous. Salut à tout le panel. Que John Fundi soit candidat ou pas, cela n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Le SDF, depuis des années, nous a habitués à la danse bafia, toujours à l'approche des élections. Pour moi, le changement ne viendra pas du SDF. C'est Laurent Joya, cette fois depuis Batouri. Bonsoir le panel. Ça sera mieux que John Fundi ne soit pas candidat à la présidence du parti. Il faut une nouvelle dynamique. Monsieur Wafou doit nous donner des raisons de cette décision. C'est pas encore une décision. On va prendre quelques dernières réactions sur le sujet avant d'avancer. Ça semblait tout à l'heure, hein, il faut dire que John Fundi a énormément fait pour ce parti, mais on doit noter que c'est un nouveau vent qui souffle dans le social-démocratique front et qu'il faudrait peut-être se préparer à cette perspective aussi. Oui, mais nous, on ne le dira jamais assez, c'est-à-dire il faut que non seulement les militants au sein du parti et même la population dans son ensemble sachent qu'il y a possibilité de gagner sa place, que ce soit dans un parti ou bien dans toutes les instances du pays. Voilà pourquoi nous encourageons l'alternance quand elle se dessine au sein du parti. Bon, si je voulais taquiner mon camarade Wafou un peu, je dirais qu'on espère donc que le net ne se tiendra plus dans le salon de John Fundi quand il ne sera plus président. Parce que non, mais écoutez, vous êtes dans des détails qui ne rapportent rien au débat politique. Mais ce que je vais vous dire, ça nous amène plutôt... il a fait une remarque, M. Wafou. Vous permettez, je donne encore la parole. Vous ne pouvez pas rebondir volontairement. Non. Vous allez souffrir qu'il ait fait sa remarque, qu'il aille au bout et qu'on revienne à vous pour clôturer ce sujet, M. Wafou. C'est ça le débat démocratique. Non, en fait, cette pique, c'était pour dire en réalité qu'on espère que ce sera véritablement une alternance et qu'un souffle nouveau peut arriver au sein du SDF et faire bouger les lignes. C'est peut-être la préoccupation d'un téléspectateur tout à l'heure qui a dit que ça ne soit pas une tempête dans un verre d'eau et que ça ne soit peut-être qu'un remous de surface ou bien quelque chose qui fondamentalement ne donnera pas une nouvelle dynamique au SDF. Nous, on ne souhaite que cela au SDF, que ça soit véritablement une nouvelle dynamique et que les choses aillent de l'avant. Voilà. Le social-démocratique front demain, sans John Fundi. Il faut s'y préparer. John Fundi, c'est un mortel, donc de façon naturelle ou bien de façon politique, il va décider un jour de partir. Et je crois que toutes les organisations politiques devaient déjà penser à un jour passer la main, et donc les textes devraient permettre l'émergence de nouvelles générations. C'est pas seulement au SDF, c'est dans la nation tout entière. On a connu des hommes tellement accrochés au pouvoir qu'ils ont oublié que gouverner, ce n'est pas régner, c'est construire une nation. Et parce qu'on a oublié ce volet de la construction nationale, que nous sommes dans un état délabrement aussi avancé. Maintenant, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux de la politique, qu'il s'agisse en termes de construction nationale, d'égalité de chance et tout ça. Donc, je souhaite que le SDF soit dans cette dynamique constructive aujourd'hui et ça permettra à notre démocratie d'en sortir fort et de permettre aux générations de s'engager, de s'impliquer véritablement. Parce que nos jeunes se fichent pas mal de la politique aujourd'hui du fait que les aînés ont confisqué la prise décisionnelle et ils se sentent exclus. Et l'exclusion sociale, économique, politique et culturelle est un drame en termes de politique et il faut que ça change.
Monsieur Maître Achou, autant pour moi, je voulais vous poser cette question du téléspectateur, si vous permettez, pour vous relancer dans ce débat. Voilà. À 77 ans, Fundi ne peut plus rien apporter. Il a fait son temps. Qui ne copie pas le mauvais exemple du candidat RDPC, Senbila Enyege, qui s'exprime. Oui, ça c'est son opinion, son avis, je dois le respecter. Mais à mon avis, le vin devient plus mûr et bien quand ça dure dans la bouteille. Et vous savez, nous avons un système traditionnel en Afrique dans lequel le chef, quand le chef est là, il est là à vie. Moi, je ne comprends pas comment on peut respecter un petit chef de village, n'est-ce pas, qui dit que c'est Dieu qui a passé là-bas, il doit rester là-bas et mettre son fils pour le remplacer. On le respecte, mais au niveau national, on veut changer les règles. Dans tous les cas, je pense que lorsqu'on parle de la politique, il faut oser. Si vous êtes là en pensant seulement que les vieux sont là, ils ne veulent pas lâcher, et vous n'osez pas pour le remplacer, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Ils seront toujours là. Si la jeunesse veut le remplacement, n'est-ce pas, des gens qui l'appellent vieux, ils doivent oser. Quand ils n'osent pas, vous voulez que le vieux s'en va où? C'est ça le problème de ce pays. La jeunesse est vraiment... C'est comme s'il y a une... on a vexé un peu la magie. Ils ne réagissent pas. Lorsque la sécurité les concerne, ils ne font rien. Je vous ai dit, donc Geoffrey vient de faire savoir que peut-être il ne serait pas candidat. Mais qui a osé pour dire, bon, je vais le remplacer? La jeunesse est là, c'est bon pour dire, bon, c'est bien qu'on le laisse la place, mais il reste toujours derrière. Il ne revient pas. Je voudrais dire... C'est ça le problème. Le nombre de jeunes qui osent sont très inférieurs. N'est-ce pas? Le nombre de vieux qui restent, je vous dis la vérité. Les jeunes sont tétanisés parce que les aînés... Je suis en train de le dire. Les jeunes sont tétanisés par la répression et les mécanismes de torture et de torpeur qui existent dans ce pays. Beaucoup ont pensé que faire de la politique, c'était risquer sa vie. Monsieur le maire, vous avez été torturé? Je peux vous dire que de manière indirecte, vous avez osé des pressions. Et vous êtes maire aujourd'hui? J'ai ma nature. Depuis le bas âge, je suis têtu. Voilà. Donc j'avance. Voilà. Non, mais il faut dire et donc, vous avez été torturé. Vous avez été, je ne sais pas de votre cas précis, mais tous ceux comme vous aussi, qui ont osé se mettre dans la position, ont pris des coups. Et je suis sûr que monsieur le maire... Dans la politique, il faut prendre des coups. C'est ça qui est brûlé. Non, ça, pour l'histoire personnelle du maire, je ne la connais pas, mais je sais que pour arriver où vous êtes là, vous avez pris des coups. Comme nous prenons tous des coups. Et on en prend toujours. Absolument. Et on en pense que le président n'a pas pris des coups pour y arriver? Bon, mais il faut oser. Les textes doivent accompagner la maturation de toute cette jeunesse vers la prise décisionnelle. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut refonder la nation en termes de constitution, en termes même de passation de pouvoir. Parce qu'un homme devrait savoir qu'à un certain âge, je dois passer la main. Il n'est pas normal que parce qu'on a créé des conditions de misère et de précarité durables, on ait peur d'aller en retraite pour subir ce que nous avons créé. Ces hommes ont peur d'aller à la retraite parce qu'ils ont créé l'enfer pour les autres et ils ont peur d'y plonger. Et moi, je veux dire, sincèrement, quand un homme a un coût de vie par les caisses publiques qui chiffrent à plus de 30 millions le mois, à la retraite, il les prend où? Vous comprenez que ce n'est pas pour des raisons de gouvernance qui sont aux affaires, c'est pour des raisons de survie et de confort de vie. Voilà. Aujourd'hui, il faut passer la main. Monsieur le maire, on va sortir avec vous, monsieur Wafo, sur ce sujet. Bonsoir, le panel, il faut laisser la divinité en décider. C'est Francesco Totti qui le dit, monsieur Wafo. Un tout petit mot. Souffrez de respecter monsieur Wafo. Non, mais je pense que si les Américains avaient laissé la divinité se prononcer, Barack Obama ne serait jamais président de la République. C'est parce qu'il s'est battu, c'est parce que il a subi, n'est-ce pas, c'est-à-dire que bref, il s'est mis sur le terrain, il s'est mis à l'œuvre durant un bon nombre d'années qu'il est arrivé là où il est. Donc voilà, donc la divinité, non, les Camerounais doivent se battre, ne pas compter seulement sur Dieu, même comme moi je suis un judéo-chrétien, mais je dis en politique, il faut choisir, encore que Dieu même a dit de choisir. Donc voilà, donc bon, pour revenir donc au SDF, il faut que je sois clair une fois de plus, c'est que nous sommes préoccupés par la présidentielle, ça c'est normal. Une chose est sûre, c'est quoi, c'est que je dis au peuple camerounais, allez vous inscrire. Il y a un code électoral qui est taillé à la mesure, mais je rassure qu'après le congrès,
c'est-à-dire que nous allons booster l'enthousiasme des Camerounais. Parce que M. Achou, rien ne se passera plus comme avant, juste après ce congrès. Je peux vous le garantir, parce que vous êtes en train de rire. Je vous le dis, vous-même, vous serez contraint de changer ce code électoral. Nous allons vous contraindre à le faire. Et je le dis ici, le RT va vous contraindre à le faire juste après le congrès. 2018 ne sera pas comme 2011. Et ça, et vous avez intérêt à le faire. C'est des menaces? J'ai dit, vous avez intérêt à le faire. Politique avec vous sortir, c'est pas des menaces. J'ai dit, vous avez intérêt à le faire. Vous, c'est qui? Vous avez intérêt, je dis, vous du RDPC, vous, Lord de Royan, et notamment dans le RDPC, vous avez intérêt à le faire pour ne pas que vos fins soient tristes. Voilà. Il devait clôturer ce sujet. Rassurez-vous, on parlera des perspectives politiques tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de reparler. Le torrent républicain va vous emporter après ce congrès. Nous parlerons de la revue Actu cet après-midi consacrée à la crise anglophone. Beaucoup de rebondissements encore cette semaine dans la résolution de la crise anglophone. On l'annonçait en fin de semaine dernière, l'arrestation de Sekou Tabé du côté du Nigeria avec sa bande. Toujours pas amené du côté de Yaoundé. On en connaît les raisons. La police nigériane a fait une sortie cette semaine pour expliquer les raisons qui ont justifié cette arrestation, notamment la Nigerian Police Force qui annonce avoir constaté un camp de formation des sécessionnistes organisés par ce groupe camerounais au Nigeria. C'est la raison qui justifie cette arrestation et non le fait d'avoir organisé une réunion. Pour eux, ils ont d'abord du mal à faire avec le cas des sécessionnistes à l'intérieur même du Nigeria qui secouent le pays depuis quelque temps. Et s'il faille avoir la même situation camerounaise qui vient s'infiltrer, pour eux, c'est un partenariat avec le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram dans le septentrion et qu'il était hors de question de participer à cette lutte dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Également, ce week-end, encore des affrontements du côté du nord-ouest du Cameroun. Quelques victimes encore dans cette crise-là. On en parle cet après-midi parce qu'il faut évoluer avec l'actualité, monsieur le maire Maboula, à ce niveau de ce conflit. Vous pensez franchement qu'on puisse avoir une résolution dans le dialogue total, comme on le préconise depuis quelque temps? Je pense que le dialogue, il est possible. Les dernières images que j'ai de la crise anglophone me montrent qu'il y a véritablement une volonté de raser cette zone. J'ai vu des cases brûlées, j'ai vu pas mal de choses. Et c'est pas comme ça qu'on va reconstituer l'unité de la nation Cameroun. C'est pas comme ça qu'on va mener les Camerounais à retrouver une compatibilité durable de vie ensemble. La solution militaire, je crois que c'est sur votre plateau, je l'avais dit, n'est pas la thérapie appropriée. Il faut amener toutes ces populations à s'asseoir. À une certaine époque encore, je me souviens, Sissi Kouayou També disait « Je suis ouvert au dialogue ». Et à cette époque, je n'ai vu rien monter comme initiative de la part du gouvernement de la République. Et je dis très bien, à force, et ça c'est Kennedy qui l'avait dit aussi, à force de réprimer la révolution pacifique, on rend la révolution violente et inévitable. Et aujourd'hui, on est dans une situation véritablement inextricable. Je pense que le président de la République devrait rapidement constituer une délégation pour aller discuter avec les sécessionnistes et voir dans quelle mesure amener toutes ces populations qui sont allées du côté du Nigeria par peur de représailles à revenir sur cette terre et à réduire l'effectif militaire pour qu'on ait une paix durable sur cet espace-là. Les anglophones, qu'ils soient du nord-ouest et du sud-ouest, sont nos frères, sont nos sœurs. Et je pense que ce n'est pas des gens qui détestent la nation Cameroun. Ils ont peur juste de la méthode qu'on utilise dans cet espace en crise. Et il faut qu'on mette un terme à la répression militaire. Je pense que Sissi Kouayou També, ces hommes, c'est des Camerounais qui sont peut-être dépassés par les événements. Il ne faudrait pas qu'on les pousse
dans des zones de dernier retranchement où ils seront obligés de se défendre par la force. Mais Monsieur Maboula, ils ont déjà tué des hommes en tenue. Vous n'allez pas dire que c'est parce qu'ils ont été poussés, Monsieur Bedimo, ils ont été poussés. Chiroma, c'est un ancien putschiste. À tuer les hommes en tenue dans la région du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun. Je me souviens que Chiroma, c'est un ancien putschiste. Permettez à Monsieur Bedimo. Non, justement, je ne partage pas la conclusion du maire, pas du tout, je ne la partage pas du tout. Certes, toutes les batailles se terminent autour d'une table. Quelle que soit la bataille, c'est autour d'une table qu'on trouve la dernière solution et qu'on trouve des voies pour maintenir une paix durable. Le problème revient maintenant à définir les interlocuteurs. Ce n'est pas parce qu'on doit s'asseoir autour d'une table pour avoir la paix qu'on devrait se tromper sur les interlocuteurs. Quand je dis se tromper, je veux dire, est-ce que ces messieurs qui ont organisé cette tuerie et tout ce qui se passe dans le sud devraient être les véritables interlocuteurs du gouvernement pour résoudre le problème anglophone? Moi, je ne pense pas. Parce que je ne donnerai pas, moi, personnellement, et puis c'est la position du Manidem, nous ne donnons pas de crédit à des personnes qui ont instrumentalisé des revendications légitimes des peuples, revendications dues à la mauvaise gestion du pays par le pouvoir de maître auquel appartient maître Achou. Qu'est-ce qu'il appelle? Non, mais vous êtes du RDPC. Le gouvernement RDPC a mal géré le pays et a créé des revendications et des frustrations dans toutes les parties du Cameroun. Il n'y a pas une seule région au Cameroun. Le Premier ministre n'est pas francophone. Il n'y a pas une seule région au Cameroun qui n'ait de problème. Qui a quel pouvoir? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le maire Maboula, tout parti d'ici arrivé dans sa circonscription à Yabassi, vous savez quel parcours de combattant il a à faire. Donc, les problèmes sont dans toutes les régions du Cameroun. Mais maintenant, les autres n'ont pas pris les armes, monsieur. C'est pour ça que je dis que pourquoi donc donner du crédit à ceux qui ont instrumentalisé une revendication légitime des peuples pour poser un autre problème, dénaturer le problème, maintenant amener le pays à une tentative de sécession, et vous pensez que c'est eux qui devaient être les interlocuteurs? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, tel que vont les choses, pour aller un peu plus loin, le Nigeria semble embarrassé parce que nous partageons plus de 1000 km de frontières et nous sommes obligés, quand je dis nous, je dis Nigeria et Cameroun, de regarder les problèmes en commun. Parce que le Nigeria, il a la gâchette du Biafra sous son ventre. Donc, il sait bien qu'en laissant traîner ou pourrir une situation dans le sud-est et le nord-est du Cameroun, lui-même il s'expose à ce genre de choses. Bon, maintenant, on espère que les deux pays arriveront à une solution pour mettre fin à cela ou bien pour régler le problème de ces personnes arrêtées. Mais moi, je dis, c'est pas parce qu'on voudrait absolument qu'un conflit trouve sa solution autour d'une table comme il se doit que nous devons nous tromper d'interlocuteurs. Peut-être chercher les bons interlocuteurs. Monsieur Wafo, on a à présent aujourd'hui, comme on l'écoute là, le cas des sécessionnistes qui continuent de faire couler beaucoup de sang. Et à côté, la crise anglophone, dite anglophone, avec des revendications légitimes, comme monsieur Bedimo dit. Aujourd'hui, comment on réussit à trouver les bons interlocuteurs pour ce dialogue tant attendu au Cameroun? Je vais d'abord dire une chose. L'élément catalyseur, l'élément qui a le plus catalysé, c'est-à-dire que ces mouvements sécessionnistes, c'est le régime en place, le régime au pouvoir. Dès le départ, il y avait deux options qui étaient sur la table. Il y en avait qui voulaient la décentralisation, qu'on booste un peu plus la décentralisation. D'autres qui ont plutôt dit non, passons à une phase supérieure, parce que quand une option a échoué durant 20 ans, parce que la décentralisation est inscrite dans la Constitution de 1996, donc ça faisait 20 ans, parce qu'ils ont démarré en novembre 2016, il ne faut pas avoir honte de passer à autre chose, d'où le fédéralisme. Vous voyez, deux options qui étaient sur la table, et tout le monde, en dehors des turiféraires du parti au pouvoir, qui en fait, c'est des gens qui sont en fait des gens qui ont transformé la mamelle nourricière, non, la manne financière de l'État en leur mamelle nourricière. Ce sont ceux-là qui ont dit, zéro, la décentralisation, il n'y a pas de fédéralisme, c'est tabou, la forme d'État n'est pas négociable. Puisque le régime refusait donc de faire bouger les lignes, cette revendication indépendantiste, je veux dire sécessionniste,
à grimper dans la tête des gens. Et comme le même Maboula l'a dit, il a cité John Fitzgerald Kennedy, le président américain, qui était tout sauf un anarchiste, mais qui a quand même eu le mérite de dire, étant au pouvoir, que quand on rend impossible les évolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. C'est Kennedy qui l'a dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que j'ai comme l'impression que des gens s'asseyent là-bas à Yaoundé, ils croient qu'on a créé le pays pour eux. Même quand ça ne va pas, ils disent c'est pour nous. C'est nous qui décidons. Attendez quand on va partir avant de retourner. Et voilà où on en est. Maître Achou, on ne combat pas, on ne brise pas une revendication identitaire ou un mouvement indépendantiste en arrêtant ses leaders. Jamais ça ne s'est fait. Parce que ces revendications indépendantistes, c'est un peu comme, ou alors c'est un peu comme l'hydre de mer. Quand vous arrêtez, ça repousse automatiquement. Ça se transmet généralement de génération en génération. Il n'y a que le dialogue. Vous avez vu en Colombie, le gouvernement colombien et les FARC, ils ont fait près de 20 ans de guerre civile. Mais ils sont obligés donc de s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'il y a, comment on peut résoudre. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes tous copropriétaires de ce pays. Et c'est la question que je suis en train de poser, M. Wako. J'ai été vraiment... je n'ai pas du contraire. J'ai été édifié, davantage édifié sur ce que Maître Achou vient de dire quand on a parlé du Premier ministre. Il a dit le Premier ministre a quel pouvoir? Je suis d'accord avec vous. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Il y a des gens dans ce pays, je veux dire à Yaoundé, qui ont transformé le Premier ministre en une serpillière de la République. C'est-à-dire, il prend des décrets, ce n'est pas appliqué. Dans le cadre de la décentralisation, ce n'est pas appliqué. Tous ces premiers ministres qui sont passés, que ce soit Inoni et Frem. Parce que je vais prendre un exemple sur le décret de 2011, Maître Achou, vous qui êtes juriste, du Premier ministre, fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des impôts communaux soumis à péréquation, notamment les centralisations communaux, signé en 2011. Premier ministre, vous êtes juriste, qui dit en son article 6 alinéa 5 que sur la côte par les centralisations communaux allouées aux communautés urbaines, 40% sont affectés aux communes d'arrondissement de rattachement. Maître Achou, allez dire au Premier ministre, puisque vous êtes proche de lui, je le sais, allez lui dire que ce décret n'est pas appliqué. Les maires ont écrit, c'est aller tomber dans un cimetière à la présidence de la République. Parce que nous avons une communauté urbaine. Je vous en prie, c'est le maire qui parle. C'est le maire qui parle. Je vous en prie, Maître Achou, la communauté urbaine de Douala, c'est pas que je n'ai rien contre le délégué. Je parle des institutions. La communauté urbaine de Douala a 35 milliards de centimes nationaux communaux. D'après ce décret du Premier ministre, chef du gouvernement, 40%, donc 14 milliards doivent être reversés aux 6 communes d'arrondissement de rattachement. Donc voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ça n'a pas été fait. Vous savez combien toutes ces communes-là, comme centrales communaux, moins de 3 milliards de francs CFA. Les noms qui le Premier ministre, qui est président du Conseil national de la décentralisation, c'est pour vous dire quoi? Ne croyez pas que c'est en nommant des gens, peut-être des anglophones là-bas, que ça va résoudre le problème. Non. Il y en a qui ont confisqué le pouvoir dans ce pays. Ils disent que c'est leur chose, jusqu'à ce que Dieu les amène. Et c'est la raison pour laquelle nous, patriotes républicains, nous disons ceci, après le congrès du SDF, c'est clair que le torrent républicain va les ramasser tous à Yaoundé. Parce qu'il n'est pas qu'ils partent. Bonsoir le panel. Je ne suis pas d'accord avec le maire. Cette histoire a déjà trop fait de morts. Ce type mérite la peine de mort à cause de sa médiocrité. Beaucoup ont perdu leur vie. C'est Bastel qui nous écrit depuis Douala, Maître Achou. Oui, nous parlons de crise anglophone. Subitement, c'est entrer dans d'autres domaines. Non, c'est pour dire que le pays n'a pas de répondre. Je vais répondre. Non, le pays n'a pas de Permettez. En ce qui concerne la crise anglophone, il y a cela 3 ans, j'avais commencé à dire que le pays ici est en train d'aller, n'est-ce pas, vers un système de conflit que serait incompréhensible. Parce que les anglophones se sentent marginalisés. Il y a cela 3 ans. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai dit, mais comment on pouvait imaginer que nous sommes dans un pays, l'armée n'est pas que français, la police n'est pas que français, et les textes ne sont qu'en français, n'est-ce pas, les postes, n'est-ce pas, occupés, n'est-ce pas, par les Camerounais ne sont que des francophones. Nous sommes en train d'aller vers une difficulté qui va nous emballer tous, et c'est déjà arrivé. Vous savez, on peut tout dire. On peut dire que je suis anglophone ou je suis francophone.
Mais ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est qu'un secteur de pays se sent marginalisé. Et en tant que Camerounais, si un Camerounais se sent mal, nous tous, nous devons se sentir mal. Et nous constatons que ce secteur se sent mal, tout le pays, non pas le même, n'est-ce pas, ne se sent pas mal, on décide que ça doit toujours continuer comme ça. Ça doit aller comme ça. Ok, c'est arrivé. Nous avons eu un problème sectoriel, c'est-à-dire entre les avocats et les enseignants. C'est ça qui a éclaboussé, c'est-à-dire c'était éclaté, et c'est parti dans toutes les directions. Maintenant, il faut qu'on ramasse les morceaux. Je ne suis pas d'accord qu'on tue un Camerounais pour ses idées. Je ne suis pas d'accord que si quelqu'un pense qu'un pays l'appartient, il tue l'autre. Je ne suis pas d'accord. On ne doit pas tuer les gens. Nous devons être en mesure de regarder face à face et de discuter. C'est ça que moi, je suis pour. Et vous savez, tant qu'on ne regarde pas ces choses-là comme ça, pour savoir que ceux qui se pensent marginalisés ont faim. C'est d'abord ça. Je vous le dis. Vous n'avez pas fait de village. Mais nous, moi j'ai essayé de regarder pourquoi il y a ces problèmes. Il y a d'abord la faim. Après ça, il y a un problème de développement. Vous savez, les anglophones ont une autre notion de développement. Et lorsqu'on parle de développement, tout le monde regarde l'État. Ce n'est pas privé, c'est l'État qui doit s'en occuper. Donc cela veut dire qu'il doit y avoir de bonnes routes qui s'amènent dans les villages. Il y a la possibilité de circuler librement. Il y a la possibilité, n'est-ce pas, de compétir, n'est-ce pas, dans les choses de l'État. C'est-à-dire, il y a, maintenant, on regarde, on doit constater que dans certains endroits, comme on a fait tout récemment avec les magistrats, parce qu'on vient de recruter spécialement 50 magistrats anglophones pour combler, n'est-ce pas, une vide qui existait. C'est des choses comme ça qu'on doit poser pour régler ce problème. Pour moi, le bavardage pour s'asseoir autour d'une table pour parler ne sert à rien. Parce que nous tous, nous connaissons le fondement du problème. Et en plus, il faut imaginer que nous sommes dans un gouvernement au Cameroun. Il n'y a qu'un seul ministre qui est d'origine anglophone. Comment les Anglophones peuvent se sentir? C'est tout à fait normal qu'on revendique. Que non, ce n'est pas correct. Il faut arranger ça. Et vous savez, ça n'a rien à faire avec la politique. Ça n'a rien à faire avec les partis. Ça a fait avec les Camerounais. Et vu qu'on regarde, si on regarde, on laisse tout ça. On ne parle pas de LDPC, on ne parle pas de SDF, on ne parle pas de Manidem, on parle de Cameroun. Nous tous, souvent, ce serait facile de régler ce problème. Mais tant qu'on continue déjà à dire que non, c'est telle personne, on cherche le blame game. On va toujours dire que c'est l'autre, c'est pas moi. Ça, c'est pour fausser le chemin. Il faut ramener le problème à sa fondation de base. Il faut le régler. Et c'est ça. Du début. Et c'est ça. Laisse tout ce qu'on va là. C'est la fin, c'est la marginalisation, c'est tout. Si on règle ce problème-là, ça va finir, ça va s'arrêter. Bon, maintenant, avec la branche sécessionniste qui s'est déjà créée, il faudrait également résoudre ce problème. Au-delà des revendications qui font la crise anglophone, j'insiste dessus, c'est très clair pour beaucoup de Camerounais depuis quelque temps. On a une crise anglophone et on a des sécessionnistes de l'autre côté qui, on dit souvent, on profite de la pluie pour s'infiltrer un tout petit peu et qui aujourd'hui veulent faire une sorte de récupération et amener le Cameroun vers une division. Bon, maintenant, il faut pouvoir résoudre les deux problèmes parce qu'au finish, on ne va pas abandonner le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun au monde des sécessionnistes parce qu'on va se dire qu'ils sont violents. Donc comment arriver à solutionner les deux problèmes? Vous savez, si le problème fondamental est réglé, ces gens vont demander des excuses pour réintégrer le pays. C'est ça notre culture. Si c'est bon, si ça marche bien, ils vont demander des excuses pour les... Parce qu'en vérité, ils ne sont pas des sécessionnistes, disons, à 100%. Ouais. C'est les circonstances qui les ont poussés à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais si le problème fondamental est réglé, je pense que eux, le plus plupart parmi eux vont réintégrer le pays. D'accord. Monsieur Bedmont. Je pense comme lui, hein, pour une fois que le problème, effectivement, est plus large. Alors, quand il dit les anglophones sont marginalisés, ça sous-entend marginalisés par les francophones. Mais il faut poser les problèmes tels qu'ils sont. Marginalisés, pourquoi? Parce que c'est des leaders anglophones. Foncha et Mouna, qui sont allés signer des accords avec Aïdjo en 70, qui ont amené le référendum, c'est à partir de ces accords que le référendum ou l'État unitaire d'Aïdjo est devenu une simple annexion de la partie anglophone. Voilà d'où partent les problèmes. Et
il faudrait que ça soit toujours présent à l'esprit des gens que les divisions dans le pays ne sont pas des divisions verticales, c'est-à-dire entre un groupe et un autre groupe, mais c'est très souvent, c'est essentiellement des divisions que je dirais horizontales, c'est-à-dire il y a une élite composée de tout le monde, d'anglophones, de francophones, de bambékés, de biti, et ainsi de suite, de Douala, une élite qui écrase le peuple et qui se joue du peuple. Là est le problème anglophone. Maintenant, il y a ce cas conjoncturel des terroristes, que j'appellerais comme ça, puisque quand on commence à tirer sur des militaires et des élèves, il n'y a pas une autre dénomination. Il y a ce problème conjoncturel à régler, mais il restera donc le problème d'ensemble. L'autre cause de tout ce qui arrive est l'esbrouf de Paul Biya, c'est-à-dire ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut entraîner le pays, parce que c'est tout simplement de l'esbrouf. Quand on annonce en 1996 qu'il y aura décentralisation et que 21 ans après, on dise qu'il y aura accélération de la mise du processus, ça veut dire qu'on se moque complètement des gens. Il n'y a eu aucune volonté, jamais aucune volonté de la part de Paul Biya de faire de la décentralisation dans ce pays. C'est les causes de tout ce qui arrive maintenant. Parce que quand la décentralisation, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène que les populations des régions arrivent au moins à s'autodéterminer, qu'il leur revienne une certaine part de leur autogestion. Ça rentrera dans les propositions de solutions. Voilà, peut-être que j'aurai le temps de parler des propositions demandées par rapport à tout ça. Tout de suite, en temps de permettre à M. Wafo de réagir à ce sujet, avec ce SMS qui vous est proprement avancé. Jean-Robert Wafo et le SDF éternel donneur de leçons. L'opposition qui veut donner les leçons au pouvoir est responsable aussi de la situation en zone anglophone. Robert Wafo revendique le caractère républicain du SDF, mais ils ont arraché le micro du Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est ça être républicain, c'est Christian Missoup qui écrit, M. Wafo. Oui, mais on connaît des démocraties où ici, il y a eu des bagarres même au Parlement. Ça n'a rien enlevé en ce que c'est même une expression démocratique. À partir du moment où on vous empêche de parler dans une autre chambre comme l'Assemblée nationale, on vous empêche, vous êtes minoritaire, on vous empêche de parler. 150 députés ont peur que 16 députés s'expriment. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut bloquer. J'ai dit, je suis solidaire de ce blocage. Et si c'est à refaire, les parlementaires du SDF l'ont dit, ils le referaient. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord avec Beth Achouka qui dit que le problème anglophone n'a rien à voir avec la politique. Non, mais je suis quand même sidéré. Je suis quand même sidéré. Parce qu'on regarde les différentes revendications. On est passé de 60, donc en 60 ans, on était une république fédérale du Cameroun. L'article 47 de cette constitution fédérale disait quoi? Toute modification de la constitution qui porte atteinte à la forme de l'État est nulle et de nul effet. C'est ce que les gens avaient signé à Fumban. En 72, on est venu, on a cassé. L'homme n'a pas compris ça? Non, mais je vous en prie, je vais venir. Je vais venir. Non, oui. Au moins ça, vous savez qu'au niveau des élites, il y a quand même ce problème. On est passé en 72 à une République unie du Cameroun sans que, en violant les dispositions de l'article 47 de cette constitution fédérale. Et en 84, après l'euphorie de la Coupe des Nations, on est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Ça, c'est quand même un problème politique. Bon, maintenant, rentrons au niveau de la décentralisation. On a adopté la décentralisation le 18 janvier 1996. Que prévoyait la décentralisation? La création des conseils régionaux. Maître Achou, si on avait créé les conseils régionaux, la tectonique politique qu'il y a eu au niveau de nos régions du Nord et du Sud n'aurait jamais atteint Yaoundé. Parce que aussi, il faut également dire que c'est la commission, n'est-ce pas, de décentralisation qui a bloqué la décentralisation. Mais qui dans lequel vous, les bains, vous sont membres. Qui est membre? Je suis déjà dit que je ne suis pas l'avocat de bain. Mais je sais que les rapports politiques dans ce pays sont déterminés par ceux qui nous gouvernent. Vous venez de dire... Non, je vous en prie. Vous venez de dire... Non, qui est le président du Conseil national de la décentralisation? C'est le Premier ministre. Et vous avez dit que le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf que c'est lui qui, théoriquement, est président du Conseil national de la décentralisation. Parce que quand je parlais de conseil... Ah bon, mais il est Premier ministre et puis il est militant du RDPC. Donc ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que si on avait créé les conseils régionaux à temps, la tectonique politique qu'on a reçue, qu'on observe là-bas, n'aurait jamais atteint Yaoundé. Parce que les gens se seraient assis ensemble, suivant leur convenance, suivant leur mode de vie, pour déterminer les priorités là-bas. Parce que, Maître Achou, les conseils régionaux ont compétence sur quoi? Je vous en prie, vous voulez perturber. Là où les décisions sont prises. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. J'ai dit là-bas, et vous faites ça de ne pas connaître ce pays. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que le Premier ministre
n'est rien dans ce pays. Il n'est rien. La commission, tout le va venir. Je comprends que vous êtes en train de chercher un poste dans le prochain remaniement parce que vous n'allez pas un peu plus loin. Vous n'allez pas un peu plus loin. Si le Premier ministre n'est rien, c'est parce que le Premier ministre, vous êtes membre. C'est parce que le véritable Premier ministre, c'est parce que le véritable Premier ministre est logé dans la République. Donc je voulais dire ceci. Je m'adresse aux téléspectateurs qui comprennent qui sont en train de constater que M. Achou ne veut pas qu'on dise des choses simples et des choses réelles qui bloquent ce pays. Les conseils régionaux ont compétence sur quoi? Sur le développement économique, sur la santé, sur les travaux publics, sur les infrastructures routières, sur l'habitat, sur l'urbanisme, sur l'éducation, sur le social, et même sur la promotion des langues et des cultures nationales. Je prends un exemple simple. Si on avait mis sur pied les conseils régionaux, on n'aurait pas eu besoin de mettre sur pied la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, parce que c'est une des compétences dévolues aux régions. C'est de ça qu'il est question. Et les gens refusent pourquoi mettre à chaud. Je vais vous dire. On parlait tout à l'heure des retours commissions sur les privatités. Monsieur Wafo, je serai obligé de vous arrêter parce qu'on est sorti du sujet qui nous incombe cet après-midi. On est dans le sujet, non, permettez, monsieur Wafo. On est sorti du sujet qui nous incombe cet après-midi. On parlera de décentralisation. On dit s'il y avait eu merci, tout ça, merci. Il n'y aurait pas eu de Vous l'aurez dit sécession. à une phrase qu'on aurait avancé. Je vais donner la parole à monsieur Maboula, le maire de Yabassi. Bonsoir, le Cameroun est un pays de paix, un et indivisible. Tous ces morts, les concernés répondront. C'est monsieur Watson qui écrit. Oui, je voudrais dire une chose. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans le nord-ouest, de ce qui se passe dans le sud-ouest. Certains directement par leur action et leur prise de décision, mais le plus grand nombre par omission et silence. Et tous ceux qui ont péché par silence et omission, au sein de l'Assemblée, au sein des collectivités territoriales, au sein même de la prise de décision au niveau de l'exécutif, sont autant coupables de ce drame que nous vivons et qui remet en question notre unité nationale. Comment en sortir? C'est là la question aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir que nos villages, nos territoires sont exactement des fleurs de jardin qui ne demandent qu'à être arrosées en permanence pour avoir tout leur éclat, toute leur beauté. Il se passe dans ce pays que une station d'eau située à Yaoundé a énormément de fuites et n'alimente pas suffisamment les jardins que sont les communes. Et les fleurs sont en train de mourir. Certains, refusant de mourir, demandent d'urgence que ceci soit réparé. Et cela nous interpelle tous. La solution à la crise qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, est essentiellement une crise de juste répartition des ressources de la nation. Nos députés auraient été sérieux, pas des affairistes et des mafieux. Ils auraient pris des lois au sein de cette assemblée visant à assurer une égalité de la répartition des ressources, une égalité de l'emploi de ces ressources dans les territoires pour qu'il y ait des routes, des hôpitaux, des écoles, des cadres de jeu, des espaces sportifs et un ensemble de dispositifs qui créent un confort résidentiel minimum dans chaque commune. Et nous ne serions pas arrivés à des revendications aussi abracadabratesques. Donc je veux dire une chose, nous devons refonder ce pays, mettre des réformes qui permettent à chaque Camerounais de se sentir fier et digne des gouvernants. Aujourd'hui, le Camerounais considère que la politique, c'est de la roublardise. Et parce que c'est de la roublardise, il faut mettre un terme. Et c'est maintenant. Monsieur le maire, je vous admire beaucoup, mais nous pouvons tous nous plaindre, critiquer, contester, mais n'ignorons pas que si ça aboutit déjà au génocide, il faut arrêter. C'est David Quentin Degnété qui nous écrit ce matin. Je reviens vers vous, maître Achou. Aujourd'hui, on fait la part des choses entre la crise anglophone qui est discutée autour de cette table et pour les sécessionnistes. Après l'arrestation d'Ayouk, on a aujourd'hui maître Harmonie qui était d'ailleurs l'un des vis-à-vis au départ de cette crise anglophone lorsqu'il fallait trouver des solutions, qui désormais prend la présidence du sécessionnisme. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut sortir de cette discussion. Comment réussir à établir ce dialogue? Avec quel interlocuteur finalement? Puisqu'on n'arrive plus à se fier à ceux qui étaient au départ de la crise. Premièrement, le Camerounais, l'anglophone, n'est-ce pas, le plus gradé dans le système camerounais à l'heure actuelle, c'est le Premier ministre. Oui. Donc cela veut dire que il est comme à lui, n'est-ce pas, qu'on lui laisse la latitude de régler ses problèmes. Premièrement.
Désormais, j'ai dit que lorsque un Camerounais se sent blessé, cela veut dire que tous les Camerounais sont blessés. On constate, par exemple, lorsqu'on a cassé la maison du maire de Boya, parce qu'il luttait contre les sécessionnistes, il y a une seule personne qui a osé lui porter assistance. Et c'est le délégué du gouvernement de Douala. Personne d'autre. Lorsqu'on a brûlé les écoles, aucun directeur d'école ou proviseur n'a jamais marqué sa solidarité avec le proviseur de l'école qui a été brûlé. Donc, à force, n'est-ce pas, de négliger cet aspect de la chose, ça crée, n'est-ce pas, une séparation entre les deux peuples. Moi, je pense qu'on a un premier ministre qui est anglophone. Il faut qu'on lui donne le pouvoir de faire ce qu'il doit faire. Qui doit lui donner le pouvoir? Permettez. S'il vous plaît. Qui doit lui donner le pouvoir? D'abord, il faut que je vous explique. C'est pas moi qui l'ai nommé. Laisse-moi terminer. M. Wafo qu'il aille au bout de son... Tout à l'heure, je vous ai parlé de la commission de décentralisation qui a été créée. Normalement, cette commission était faite, n'est-ce pas, pour faire des suggestions à l'État de comment, n'est-ce pas, décentraliser le pays. J'ai constaté avec Abetum qu'ils ont fait leur programme en 3 phases sans délai. C'est-à-dire une phase peut prendre 10 ans. Et ce que je constate... C'est comme la Constitution. Et ce que je constate, les maires SDF sont dans cette commission. Ils sont combien? Au nombre de combien? Non, faites votre part. Construisez votre part du pays. C'est une commission, une commission qui est peuplée de fonctionnaires. Monsieur Wafo, je ne suis pas d'accord lorsqu'on veut construire une nation. Vous voulez regarder le papel de l'autre personne, au lieu de regarder d'abord votre papel. Quel est le papel que j'ai placé pour construire cette nation? Regarde d'abord ça. Quand je parle de cette commission, ils ont créé, n'est-ce pas, un programme à 3 phases, sans délai. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre 50 ans pour une seule phase. Je me rappelle l'année dernière, il était à la dernière phase, n'est-ce pas, de la décentralisation. Et c'est pas si c'est encore terminé, parce que comme personne ne s'intéresse, ils ont tout fait pour cacher, n'est-ce pas, ce qui sort, n'est-ce pas, de cette commission, ou ce qui entre. Quand cela le tient, n'est-ce pas? Non, quand cela le tient, nous parlons de la crise anglophone. Tu sais, nous les anglophones, malgré le fait que nous sommes des Camerounais, nous avons des habitudes qui sont très difficiles, n'est-ce pas, de changer. Vous voulez, vous ne voulez pas. Lorsque je dis que c'est ça, c'est rouge, vous devez me convaincre pour démontrer que c'est pas rouge. Et il faut avoir des façons de le faire. La façon d'utiliser la force ne marche jamais. Mais, comme je vous ai dit, le problème fondamental que nous avons, n'est-ce pas, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas la politique. C'est d'abord la faim et la marginalisation. Mais c'est la politique qui détermine. Il faut imaginer. Il faut voir. Non, voyons-nous. Pourquoi les avocats ont rêvé? À cause du fait que un traité qui est international était fait seulement en français. Et qui devait traduire? Ils ont fait... C'est le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, c'est un homme politique. C'est pour ça que je dis que c'est d'abord politique. Vous savez, voilà. L'avocat qui doit exercer son métier ne regarde pas le ministre de la Justice, mais regarde le pays. Mais quel est ce pays que je suis là? Une petite problème de traduction, n'est-ce pas? On ne peut pas le faire. On ne regarde pas des individus. Mais tu voulez toujours faire les choses de façon individuelle. Il faut que je vous dise. Un avion ne peut pas décoller seul. Il faut bien. Ce n'est pas tous les politiciens qui gèrent ces pays qui sont des membres de LDPC. Le ministre de la Justice est membre de LDPC, oui, mais ce n'est pas tous ses collaborateurs. Il faut noter ça. Il y a le membre de SDF dedans qui veut je vous dis, il y a beaucoup de membres dans la fonction publique qui fait gâter les choses. Qui par exemple? Donc, moi, je ne peux pas en arriver là. Mais je dis que lorsqu'un Camerounais est blessé, ça blesse tous les Camerounais. Les avocats ont parlé de traduction de texte. Ça a éclaté, n'est-ce pas, le pays. Cela veut dire que si un autre secteur, n'est-ce pas, se lève aujourd'hui pour faire l'évaluation, ça va faire la même chose. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler le problème avant que ça arrive. Ce n'est pas le discours. Il faut le régler. Par exemple, il y a d'autres textes qui n'ont jamais été traduits. Comme le texte en matière bancaire, le texte le code de la CEMAC et ainsi de suite, le code des assurances, là. Tout est en français. On doit attendre que les gens de ce secteur revendiquent avant qu'on revoie ça. Le problème, c'est un problème camerounais. Il faut qu'on règle ça, n'est-ce pas, dans sa base. Laisse la politique. La politique, c'est politique. Parce qu'il faut noter qu'avant d'être politicien, tu es un être humain. Je suis d'accord. Et rien ne ne vous limite de rester dans un parti politique. Vous pouvez changer à tout moment.
Je vais poser une C'est question. pour ça que le politique passe, les gens restent. Qui détermine le nombre de salles de classe à construire? Monsieur Ce Bedimo. n'est pas le politique qui le fait. Monsieur Bedimo. C'est à travers le budget de Permettez, l'investissement monsieur public. Wafo, monsieur Vous Bedimo votez a ça la là, vous parole. avez vos SDF, non? Nous ne votons pas le budget. Vous faites quoi là-bas alors? Nous avons jamais voté Vous allez là-bas, vous touchez le PDM? national. Vous allez là-bas, vous touchez le PDM seulement? Allez-y, monsieur Wafo. Vous faisiez pas quoi là-bas? Vous estimez comment quoi? Les Permettez. propositions de loi. Monsieur Bedimo, vous avez la parole. Moi, je vais dire que ça commence à être lassant. La gymnastique des militants du RDPC qui font toutes ces contorsions pour ne pas désigner le véritable coupable des choses qui est le président qui a la charge du pays. Je ne comprends pas ce discours de Maître Achou qui dit que le problème, il faut le détacher de la politique et tout ça. Accepter que le refus manifeste de Biya d'appliquer la décentralisation a servi de terreau à tout ce qui s'est passé. On parlait des RDPC. Vous voulez mélanger les oranges mais c'est ça. Mais que Maître Achou maintenant dise que c'est les commissions de mise en place de la décentralisation qui sont responsables, alors qu'à la tête, il y a quelqu'un et qui a dit, il y a 2 mois, qu'il allait accélérer le processus de décentralisation 21 ans après qu'on ait créé un ministère de la décentralisation. Il y a volonté manifeste de Biya de tout bloquer. Et c'est ça qui est la cause de tous ces problèmes-là. Donc, ne cherchons pas les détails. Pas les détails. Regardons quel est le véritable. Nous en sommes aux solutions pour sortir de la crise anglophone. Je pense qu'on a fait le tour depuis au moins 3 semaines sur ce plateau, à poser les jalons, à expliquer les contours. Il faudrait également avancer, sinon après on tourne en rond. Donc on va vers les solutions, ce qui est prioritaire. Vous parliez tout à l'heure, je vais vous donner la parole, Monsieur Wafo, à travers ce SMS. La solution, vous parlez de décentralisation, vous en avez l'occasion. La solution au problème anglophone réside à la décentralisation de la gestion des ressources nationales, dont la moitié doit être allouée aux régions. La répartition dans les communes pourrait être 1,50% du budget au prorata de la superficie de chaque commune et de 2,50%. Bon, voilà, son SMS a été interrompu. Madame Rosalie Aïssi. Oui, monsieur Wafo. Quand je dis le problème est politique, quand vous lisez la loi des finances, il y a ce qu'on appelle le budget d'investissement public. Qui propose la loi des finances aux députés? C'est l'exécutif. Et là, le budget d'investissement public, le chapitre consacré, par exemple, au ministère de l'Éducation de base, ou au niveau, par exemple, du ministère des enseignements secondaires, on dit construction de telle salle de classe à tel endroit, c'est l'exécutif. C'est pour ça que je dis le problème est déjà politique. Parce que le politique qui détermine tout. Même le montant des emprunts qu'on contracte, c'est le politique, c'est dans la loi des finances. On ne vient pas nous consulter, vous et moi. La loi, c'est politique. Mais attends, mais la loi est par essence politique. Vous pouvez, mais écoutez, la loi est par essence politique, Maître Achou. Mais il y a vos avocats stagiaires qui vous regardent quand même. Comment vous pouvez dire que la loi n'est pas politique? Donc, je continue. Est-ce que vous savez, Madame Rosalie Aïssi, que dans le rapport de la Commission des finances et du budget, le chapitre consacré au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qu'est-ce que les membres de la Commission des finances ont indiqué? Que pour renforcer la décentralisation, accélérer, c'est ce qu'il a dit, accélérer le processus de décentralisation, il faudrait qu'on fasse une dotation de 1 milliard de francs CFA par collectivité territoriale décentralisée, donc par commune d'arrondissement. 1 milliard, c'est écrit dans le rapport de la Commission des finances. Malheureusement, au moment donc d'envoyer que la loi des finances et le rapport de la Commission des finances, parce que quand on vote ça à l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale remet ça au ministre en charge de relations avec le Parlement, qui transmet ça au ministre des Finances pour des corrections, c'est-à-dire pour des ajouts inscrits dans la Commission des Finances. Et il en tient compte et il envoie au président de la République pour la signature du décret de promulgation. Malheureusement, le budget qui a été promulgué a fait fi de cette recommandation de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire qu'il y a un rapport de force entre l'exécutif et le législatif, et c'est toujours en faveur de l'exécutif. 1 milliard par commune, il est maire titulaire, il peut donner lui 1 milliard de francs CFA à la mairie de Yabassi, et il fera de Yabassi donc un jardin, comme lui il a dit. Autre chose, moi je vais dire, il faudrait qu'on mette sur pied les conseils régionaux, à défaut du fédéralisme, parce que moi je suis fédéraliste.
Ça, il n'y a rien à faire. Parce que le fédéralisme, ce n'est pas la sécession. D'ailleurs, nous avons toujours proscrit la sécession. Nous sommes contre la sécession. Le fédéralisme, M. H le sait mieux que plusieurs personnes ici, est un système, est un système d'organisation où l'État est organisé en fédération et partage avec les États fédérés certaines compétences juridictionnelles, administratives et tout. Et dans le fédéralisme, puisque vous avez parcouru cela, là vous avez fréquenté, il est clair que la séparation des pouvoirs est clairement établie. Et les États fédérés s'occupent de tous les domaines, en dehors des domaines de souveraineté, tels que la diplomatie, tels que la monnaie, tels que les relations, donc telles que la sécurité aux frontières, la sécurité à l'intérieur, vers les domaines de souveraineté que les États fédérés ne touchent pas. Mais tout le reste, non, que l'État fédéral, c'est-à-dire que l'État central ne touche pas dans le cadre d'une fédération. Mais le reste, c'est les États fédérés. C'est connu, ça n'a pas créé de problème aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse et tout. Donc, je ne sais pas, il refuse ça. Pourquoi, Madame Rosalie? D'accord, c'est votre proposition. Je vais chuter. Est-ce que vous savez que dans ce pays, on a détourné en une trentaine d'années un montant équivalent supérieur au produit intérieur brut qui est de 11 milliards. Quand la CONAC vous dit dans son rapport, le rapport 2016 de la CONAC, 25 fonctionnaires ont 134 milliards de francs CFA dans leur compte. Ça ne vous dit rien? Ce sont ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait un fédéralisme. Donc, ils ont refusé le fédéralisme. Quand on va arriver en 2018, ce sera le fédéralisme. On va soumettre cela par référendum populaire. Mais je dis, en attendant que nous arrivions, puisqu'il faut résoudre urgemment cette crise, il faut un dialogue national inclusif autour de la forme de l'État et les mécanismes de dévolution du pouvoir politique et économique dans ce pays. Ou par exemple, passer le Conseil constitutionnel. Merci. Qui est inscrit dans la Constitution de 87. Monsieur le maire Jacques Maboula, bonsoir le problème anglophone est simple. Il faut appliquer la décentralisation. Sur ce point, monsieur Wafo a raison. Le Cameroun ne peut pas être divisé par des activistes également. Ça, il faut le savoir. Les personnes arrêtées doivent être sévèrement punies. On peut revendiquer sans casser. C'est quoi Mounana Francis depuis Boya qui nous écrit ce matin. On sort avec vous, monsieur le maire Maboula. Oui, la politique, ce n'est pas les états d'âme, ce n'est pas les émotions. On est arrivé à une situation aujourd'hui où il y a des hommes armés qui utilisent leurs armes pour défendre leurs idées. Aujourd'hui, il est question de désarmer ces personnes et de leur donner le sentiment qu'on peut continuer à aller de l'avant ensemble. Le contexte sociopolitique du Cameroun est très sensible. Donc la solution à la crise anglophone, pour moi, ça passe déjà par une rencontre des forces en présence et des alternatives de vivre ensemble. Ça veut dire que au lendemain de notre volonté de continuer ensemble, le président de la République devrait rencontrer tous ces hommes qui ont pris des armes et leur dire de déposer les armes. Il est possible de reconstruire ce pays sans passer par les armes. Et ensuite, on va revenir sur la prise de lois et textes qui vont rassurer chaque parcelle de territoire sur la marche et la construction de son territoire. Et c'est là où entrent en jeu les lois sur la décentralisation. Je n'attends plus rien du gouvernement en place en termes de décentralisation. Ça fait 5 ans qu'on a commencé à poser ce problème, où on a préconisé des solutions. Nous sommes en fin de mandat, rien n'a été fait. Alors la solution, c'est justement qu'une nouvelle gouvernance vienne aux affaires. Parce que ces hommes, le gouvernement en place, c'est pratiquement tous des milliardaires, qu'ils aillent devenir des industriels. Nous ne leur demandons pas de rendre cet argent. Permettez que je termine. Ils ont suffisamment de milliards, ils peuvent devenir des agro-industriels, etc. Mais qu'ils permettent qu'une nouvelle gouvernance arrive aux affaires et que nous, maintenant, nous appliquions la répartition juste et équitable des ressources de la nation à chaque territoire. Et ça passe par cette mesure qui est toute simple. Je l'ai déjà présentée sur plusieurs plateaux de télévision. 1 milliard à chaque commune, réparti en termes d'emploi comme suit. 100 millions pour la construction des infrastructures de jeux et de loisirs dans toutes les communes, chaque année bien sûr. 100 millions pour le financement de l'éducation primaire. 100 millions pour le financement des infrastructures de santé. 100 millions pour les routes, 100 millions pour les infrastructures électriques. À chaque mairie, chaque année. 100 millions pour l'eau et l'électricité. 100 millions pour la promotion de l'accès à l'immobilier et au logement. 100 millions, naturellement, pour créer ce qu'on appelle
l'aménagement urbain et le confort résidentiel. Avec cette somme, chaque année, on peut vérifier et quantifier avec l'ordre des architectes et éventuellement l'ordre des entreprises du bâtiment et travaux publics, ce qui se fait au quotidien et tout le monde sera comptable. Ça évitera que nous ayons des ministres qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi en faire et ça limitera les fuites au niveau de la station de distribution de l'argent public. Merci. Voilà. C'est un peu naïf que nous considérions. Quand je donne la parole en précisant ce que je voudrais avoir, M. Bédi, moi je vous donne 1 minute pour donner votre proposition. Mieux vaut suivre le mouvement, ça évite... Oui, moi je sais être bref. concis, voilà, et voilà. je l'ai fait. Quelle est notre proposition de solution? Et là, le Manidem a fait cette proposition avant même que n'éclatent les derniers événements dans la zone anglophone. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'appeler tous les Camerounais à de larges assises nationales pour définir la forme de l'État. Aussi simple que ça. Et quelle est la proposition que le Mandem va amener sur la table? Nous voyons le problème plus loin qu'un problème anglophone, francophone. Moi, je frémis chaque fois que Maître Achou parle en compte le nombre d'anglophones dans des postes de gouvernement. C'est pas comme ça que nous voyons la chose. Quelle est la proposition du Mandem? C'est une régionalisation du Cameroun, répartition du Cameroun en 4 régions qui ne seront pas des régions tracées sur la base des langues coloniales, mais des régions tracées ne serait pas dans le fédéralisme là? Non, nous on parle d'une régionalisation, c'est-à-dire 4 régions qui seront géographiquement homogènes, parce que la nature a quand même créé des régions par homogénéité, donc qui seront géographiquement homogène et économiquement viable, parce que quand vous tracez, il faut bien que les régions se valent, se complètent. Voilà, telle est la proposition du Manidem, et l'adoption d'une langue nationale, c'est-à-dire nous allons nous affranchir de ces langues coloniales qui nous ont divisés. Maître Achou et moi, je ne sais pas pourquoi on se divisera parce qu'il est anglophone, moi je suis francophone, c'est pas notre vision de la chose. Ça paraît utopique, mais nous savons bien que tous ceux qui ont émis de grandes idées ont paru utopiques aux gens. Et il restera quand même l'anglais, pour terminer, il restera quand même l'anglais comme langue de communication avec l'étranger. Telle est la proposition du Manidem. Maître Achou. Oui, pour conclure, je n'aime pas, j'aime toujours être direct. Dis-moi, vous êtes francophone, n'est-ce pas? Oui, lorsque vous tentez de parler anglais, n'est-ce pas, la première chose, c'est parce que je suis francophone, mon anglais n'est pas très bon. Pourquoi on doit faire comme si ce n'est pas la vérité? Oui. Il y a un problème. C'est le problème actuellement, mais nous nous battons pour le dépasser. S'il vous plaît. Nous devons le dépasser. Pour le dépasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous ai dit que le problème d'abord, c'est cette marginalisation qu'il faut régler. Moi, je ne suis pas marginalisé. Mais ceux qui ont décidé de prendre la bourse pour la sécession, c'est sans marginaliser. C'est à cause de ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont de faire. Comment vous avez parlé avec eux? Ce n'est pas, à mon avis, il faut régler ce problème, n'est-ce pas, dans sa base. Nous sommes là pour la décentralisation. Oui, il faut que ce soit appliqué. C'est tout à fait normal. Ça va régler beaucoup de ces problèmes. Et deuxièmement, il faut qu'on essaie de faire les balances, faire l'équilibre. Parce que je me rappelle depuis le temps d'Aïdjo, c'était l'équilibre régional qui était pratiqué au Cameroun. Et ça n'a pas posé de problème. Parce que comme nous avons, on ne peut pas refuser que nous avons 250 ennemis. On doit savoir le gérer avec des balances. Lorsqu'une partie se sent, n'est-ce pas, un peu lésée, il faut commencer à revendiquer. C'est tout à fait normal. Il faut faire comme si nous vivons dans un autre pays. C'est notre pays. D'accord. Donc, réglons ça. Et nous sommes tous des Camerounais. N'est-ce pas? Si vous voulez, comme je vous ai dit, en ce qui concerne l'affaire, la crise anglophone, le Camerounais anglophone le plus gradé, c'est le Premier ministre. Donne-lui la charge de régler ce problème, il va le faire. Quand je lui dis donne, on a les institutions. L'Assemblée, n'est-ce pas? Qui doit lui donner? Il y a d'abord l'Assemblée. Non. Quand il faut l'Assemblée, il y a le Sénat, n'est-ce pas? Il y a le pouvoir exécutif. Pourquoi pas? Chez vous, vous ne rendez compte que à celui qui Merci. vous nomme. C'est un peu naïf. C'est un peu naïf que nous considérons notre pays comme étant un agrégat de 2 seuls groupes linguistiques qui nous ont été imposés. Ce problème est loin d'être juste un problème anglophone. Et il serait mauvais de résoudre de la sorte parce que cela créerait une autre injustice maintenant envers les francophones. De ce fait, on ne tardera pas à avoir d'autres soulèvements. Nous avons besoin d'une décentralisation effective et placer l'homme au centre de toute préoccupation. On doit penser qu'aux hommes et non aux stratégies politiques. Voilà donc qui
qui clôture ce débat sur la crise anglophone cet après-midi. Transition, place au débat. Nous parlons à présent de perspectives en 2018 au Cameroun, une année électorale depuis le début de cette année. Sur ce programme, on l'a dit, ce sera une année essentiellement consacré à la politique avec une série d'élections très attendues entre les sénatoriales, les municipales, non sans parler de la présidentielle que tout le monde attend. Ça, c'est pour citer les quelques points les plus stratégiques qui sont très convoités. Et on a fait le constat depuis quelques jours déjà, des alliances se créent un peu partout au Cameroun. Est-ce la nouvelle donne pour cette année 2018? On en parle cet après-midi. Mais avant, je tiens à rappeler au panel que cette phase du débat a ses règles. C'est 1 minute maximum par prise de parole, sinon je serai obligé de vous interrompre. Alors soyez bref et concis lorsque vous prenez la parole. Sinon vous me permettrez de vous interrompre en plein envol dans votre discours. C'est juste pour rassurer les uns et les autres. Il n'y aura pas de parti pris. On va commencer par vous, Maître Jacques Maboula. Vous faites partie de cela, Monsieur le maire. Je sais, Monsieur le maire. Je pourrais également dire... Justement, on commence par là. Vous êtes président de la plateforme pour une nouvelle république. Ça veut dire que vous faites partie de ceux-là qui pensent qu'une alliance pourrait être la solution à l'alternative en 2018. Effectivement, nous nous sommes rassemblés à Yaoundé, un nombre de partis, une dizaine de partis politiques et quelques acteurs de la société civile pour trouver une alternative au blocage institutionnel que nous subissons en termes de malgouvernance et de frustration que connaissent tous les Camerounais où qu'ils se trouvent. Et au sein de cette assemblée, nous sommes à l'unisson décidés de porter Maître Akere Mouna à la prochaine présidentielle comme le candidat de cette plateforme. Naturellement, la plateforme reste ouverte à d'autres forces qui voudraient bien s'associer. Je fais ici un clin d'œil et remerciement au docteur Ameni Bielieu qui a rejoint la plateforme, ainsi que à la plateforme du parti politique, le Cameroun Nouveau. Et cette plateforme vise à aider les Camerounais à conquérir véritablement, à la base, les mairies, la députation, etc., pour soutenir un homme à la présidence. Et j'invite tous les Camerounais à adhérer massivement à la plateforme La Nouvelle République pour être les maires de demain, les députés de demain, les sénateurs de demain. Et enfin, pour avoir comme président de la République Akere Mouna, qui est la conciliation de la paix et de l'unité nationale pour la prospérité demain. Monsieur Bédimo, les alliances. Ça parle au Manidem de faire des alliances pour les prochaines élections? Je devais déjà vous dire que nous n'avons pas la même fébrilité que les autres par rapport aux échéances qui arrivent, parce que nous disons que les élections ne peuvent pas être une fin en soi. Nous voyons comment la population, le peuple se mobilise depuis un certain temps pour les élections. On oublie que nous allons avoir, je crois, la 13e élection présidentielle, quelque chose de ce genre, sans que fondamentalement la population ait senti que son sort a évolué d'un iota. Donc nous n'en faisons pas, nous aimons le dire au Manidem, nous n'en faisons pas un horizon indépassable. Pour nous, il faut d'abord mettre en place des structures. Je n'ai pas non plus le même optimisme que Jean-Robert Wafo qui parlait de déferlante ou quoi que ce soit. Bon, je souhaite bon vent. Le torrent. Je souhaite bon vent à la plateforme qui a commencé à sabrer le champagne avant même que le combat n'ait commencé. J'espère qu'ils vont le sabrer jusqu'à la fin. Mais pour nous, la priorité, c'est ces larges assises nationales, parce qu'il faut que nous tous, c'est-à-dire tous les acteurs politiques, tous ceux de la société civile, se mettent ensemble pour définir les règles du jeu avant de passer aux élections, pour définir la forme même déjà de l'État. Voilà la position du Manidem. Monsieur Wafou, par rapport à ces alliances, on se rappelle déjà en 2004, un essai a été réalisé pour avoir une alliance, ça n'a pas abouti. Et au finish, on a encore vu ces compétitions éparses de tous les partis d'opposition au Cameroun. Alors le Social-Démocratique Front, est-ce que l'esprit alliance en tant que le premier parti d'opposition au Cameroun, ça parle? Oui, le débat est tout favorable aux alliances, mais à condition, n'est-ce pas, que la bonne foi et la logique politique prévalent.
dans cette alliance. Parce que, voyez-vous, on serait demandé à un fleuve de se jeter, donc à un océan de quitter et puis de laisser le fleuve parler. C'est les fleuves qui vont vers l'océan, mais nous le faisons en toute humilité. C'est pour ça que j'ai parlé de la bonne foi politique et le nom de la bonne foi de la logique politique. Bon, mais maintenant, nous nous acheminons vers ces élections. Comment ce sera organisé, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va organiser ça avec les régions du pays? Manifestement, 4 régions qui sont dans une insécurité totale. Je vais parler de l'extrême nord, des 2 régions, du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que l'est. Bon, nous souhaitons, nous dans le SDF, que ces élections-là se tiennent. Et pour qu'elles se tiennent, il faut qu'elles soient précédées d'un dialogue politique national et inclusif, n'est-ce pas, recoupant tout le monde, tous les Camerounais, autour de la forme de l'État et des mécanismes de dévolution du pouvoir politique. Il faudrait également, pour éviter ce qui aurait pu se passer, par exemple, au Gabon, si le Conseil constitutionnel n'avait pas existé, il faudrait que, dans l'urgence, le plan d'appui mette sur pied le Conseil constitutionnel, qui est une institution extrêmement importante dans les mécanismes de dévolution du pouvoir politique. Parce que c'est le Conseil constitutionnel, par exemple, qui constate la vacance, qui, bien évidemment, va assurer tout ce. Parce que, comme le disait le même Maboula, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et puis, en plus, il faudrait qu'on revoie quand même, qu'on revoie le code électoral. Parce que, voyez-vous, même quand je parle de la mauvaise foi de ceux qui nous gouvernent, est-ce que vous savez, Madame Rosalie Haïssi, que le budget de l'ECAM n'a pas changé, n'a pas varié de 2017 à 2018, alors qu'il y a 4 élections majeures. Pourtant, l'ECAM, la loi portant création de l'ECAM, donne d'autres ELECAM d'une autonomie financière. Ça veut dire que c'est les députés de la nation, c'est les parlementaires qui devaient voter le budget de l'ELECAM. Mais aujourd'hui, ça n'a pas varié. Est-ce à dire qu'on a projeté à travers ce budget-là qu'il n'y aura pas d'élection? On ne sait pas. Il y a un budget pour les élections qui a été voté. Je dis, ce ne doit pas être mis à... Ce n'est pas l'exécutif qui doit décider de mettre à disposition à telle année ou à tel matin le budget de l'ECAM. On dit l'ECAM est doté d'une autonomie financière. Ça veut dire que c'est les députés qui doivent voter. Bon, maintenant, c'est le président de la République qui, en plus de nommer les membres de l'ECAM qui sont membres du bureau politique et du comité central de l'EPC, c'est lui maintenant qui va injecter quoi il veut, comme il veut. Maître Yachou, vous avez l'impression qu'avec une alliance, l'opposition pourrait constituer une véritable force en place, en face du parti au pouvoir? Je ne pense pas. Parce que si vous pouvez bien remarquer, tous ces candidats, n'est-ce pas, étaient d'abord les membres de RDPC qui n'ont pas voulu oser. Tout à l'heure, on vous a parlé qu'ils ont peur de vieux qui ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'eux, ils n'ont pas osé. Comme ils n'ont pas pu oser dans le RDPC, ils estiment qu'en dehors de RDPC peuvent le faire. Moi, je pense que ça ne va rien changer. Parce que le RDPC est un parti qui est bien structuré et très fort sur le terrain. Je doute très fort comment on va faire pour les battre. Et ce qui est surprenant, c'est le fait que la plupart des candidats n'ont pas de parti politique. Je me demande, mais ils vont faire comment à l'Assemblée? Parce que ce n'est pas parce que je suis dans une plateforme, n'est-ce pas, et je vote mes députés et que je vais vous soutenir comme président, qui n'a pas de parti. Le plateforme peut se dissoudre à tout moment. C'est une plateforme, c'est la politique. Ça peut changer à tout moment. Nous tous, nous savons que d'après le calendrier, n'est-ce pas, électoral dans ces pays, cette année est fait pour les élections. Ceux qui ne sont pas prêts, tant pis. Le RDPC déjà est prêt pour tout. Déjà fait. On attend que... C'est le militant qui parle. C'est logique, on est en train de parler perspective électorale. Est-ce que je vais parler pour le plateforme? Est-ce que je vais parler pour le plateforme? Non, le citoyen H s'exprime. Non, vous avez parlé sur le base d'une plateforme. Non, mais je suis d'accord. Vous êtes bien prêt. Vous avez parlé d'une plateforme. Non, vous êtes bien prêt. Moi, je parle de RDPC. Pour être très. Je parle de plateforme de RDPC. Mettre H prêt pour la fraude. C'est ça, c'est de ça qui est question. Le champion de fraude dans cette pays, vous ne pouvez pas frauder. Vous ne savez pas. Peut-être vous n'avez jamais brigué les élections. Le champion de fraude, c'est le SDF. Sur le terrain. Vous êtes prêt pour la fraude. D'accord. Monsieur Bédimo, on va rebondir avec vous. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas très enclin dans les batailles, dans les jours électoraux qui se profilent à l'horizon. Il s'agit d'abord de restructurer quelque part au fond aussi le Maïden qui en a un grand besoin. Bon, maintenant, en tant qu'un acteur de l'opposition, sans être pour autant un opposant à tout, hein, un acteur de l'opposition au Cameroun, est-ce que vous pensez qu'il faille mettre sur pied des stratégies communes pour affronter le RDPC qui est quand même une véritable machine de guerre quand on parle d'élections au Cameroun? Non, c'est clair qu'il faut des stratégies et nous, on en a l'expérience. Alors pourquoi on ne prend pas... Combien d'élus au Manida?
Permettez, vous aurez l'occasion de lui poser la question. Oui, je peux répondre à ça très rapidement. C'est-à-dire, un parti politique, sa force, sa pertinence, ce n'est pas le nombre d'élus. C'est le travail de fond, c'est le discours, c'est la profondeur, la pertinence du discours. Voilà, maintenant, je disais, nous, pour que ces élections soient crédibles, on a dit qu'il faut d'abord restructurer tout, c'est-à-dire de l'âge d'assises nationales auquel nous allons tous participer et où nous mettrons en place tout le mécanisme électoral, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup à dire depuis sur le code électoral et sur le reste. Maintenant, par rapport aux alliances, vous savez, les alliances ne se décrètent pas. Nous parlons d'expérience. Nous avons eu l'expérience de 90-92 où il y a eu des alliances par le fond, mais elles viennent du peuple. Ce n'est pas 2-3 leaders qui vont s'asseoir pour signer qu'il y a alliance. Nous sommes un parti qui se veut populaire, donc c'est le peuple qui a son mot. Les adhésions, les agrégats se font à partir du peuple, ils sont consolidés par le sommet. Donc nous ne croyons pas beaucoup à 2 ou 3 personnes qui s'essayent pour signer un texte disant qu'ils ont fait une plateforme. Elle aura-t-elle l'adhésion du peuple? On se pose des questions, mais on a vu que très rapidement, ils se sont réjouis avec du champagne. C'est pas du tout notre vision des choses. Se mettre ensemble, c'est une victoire. Donc la plateforme se construit au niveau de la base, au niveau de la population, avant d'être ratifiée par le sommet. Voilà. Des initiatives viables, Monsieur Wafo? Oui, bon, c'est vrai que il faut former donc des alliances dans le contexte actuel. D'ailleurs, je peux même dire aux téléspectateurs que nous sommes en train de construire un maillage discret et efficace à travers le territoire. Bon, nous ne le faisons pas dans la bombance, nous sommes là présents. Vous ne sabrez pas le champagne avant. Et vous verrez en 2018, j'ai dit que nous sommes dans un maillage discret et qui est efficace parce que nous sommes en pleine stratégie. Une stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle se doit d'être discrète. Bon, de deux, il faut quand même atténuer ce discours sur la candidature unique de l'opposition. Parce que vous voyez, vous pouvez résoudre ce problème. Parce que ça va nous perdre du temps pendant la présidentielle. Et ceux qui vont perdre du temps là-dessus, je vais les considérer comme les agents infiltrés du RDPC. Parce que pour qu'il y ait une alliance, un candidat unique de l'opposition, il faudrait qu'il y ait un scrutin à 2 tours. Donc on modifie la constitution de la République. Donc voilà, tant que ce n'est pas fait, il faut cesser avec ce discours. Les gens vont discrètement. Nous préférons donc la discrétion. Nous sommes dans un maillage très discret. Et vous verrez dans le moment venu, parce que le torrent républicain ira des 4 coins du pays. Oui, voilà, on va sortir les dernières interventions. Nous n'allons pas, je voudrais m'adresser à tous les Camerounais et aux responsables d'organisations politiques qui nous regardent. Nous n'allons pas attendre que le RDPC se couche pour que nous marchions. Nous ne demandions pas que le RDPC change les textes électoraux et tout ça. Nous demandons simplement aux Camerounais d'être mobilisés, déterminés et de faire confiance à la plateforme républicaine. Demain, c'est un combat démocratique face à un système qui a fait souffrir tant de familles, tant de personnes. Nous allons marcher vers Etoudi. Et tous ceux qui veulent rejoindre la plateforme républicaine sont priés de savoir qu'il y a des consignes à bord. C'est l'ordre et la discipline. Avec pour chef de file le bâtonnier à Keremouna. Nous irons tous ensemble, le peuple uni et indivisible sur Etoudi. Et ça commence avec toi, ta carte d'électeur, et tu devras voter. Nous allons voter, surveiller et contrôler ce vote. Aujourd'hui, c'est une nouvelle gouvernance qui sera le salut de la République. La nouvelle République, c'est maintenant. Merci, monsieur le maire. Le discours, il est... Voilà. J'ai l'impression d'avoir un candidat aux élections en train de passer son discours. Nous ne sommes pas encore aux campagnes électorales. Monsieur Jacques Maboula, monsieur le maire de Yabassi, je vous promets, le moment venu, vous serez sûrement sur un des plateaux de la télévision du monde pour cette campagne électorale. Pour l'instant, nous ne posons que les jalons des perspectives en 2018. Nous ressemblons à la plateforme. Maître Achou, on sera avec vous. Oui, vous savez, je peux choquer le maire en disant que si à Keremouna demain n'est-ce pas, monte sa carte du RDPC, il va faire quoi? Il va cacher sa tête où? Ça, c'est la diversion. À bord camerounais. Vous savez, non. Il a posé sa candidature, il dit mouvement de Now. Il n'a pas dit que je suis dans un parti politique.
Bon, il faut pas... Pour le moment, il n'est même pas éligible. Puis ce n'est pas militant d'un parti politique. La stratégie, c'est pas sur un plateau de télévision. Ne sois pas suppliqué un jouement, c'est 4 RDPC. Vous allez faire comment? La stratégie, c'est pas sur un plateau de télévision. Dans tous les cas... Soyez rassurés, Akere Mouna, c'est le prochain président de la République avec votre soutien. Non, mais Maître Achou, merci de terminer votre tous les Camerounais portent les vous savez, merci. régime trentenaire. Je finis par avoir de venir se rallier au SDF. D'accord. Et que tous les Camerounais qui portent les stigmates de ce régime trentenaire rejoignent le torrent républicain. Il n'y aura pas d'engagement. Vous savez, avant d'emporter la RTM télévision dans ce torrent. Pour diaboliser le RDPC, en mélange suivant le RDPC. Je vois que le diable associe au RDPC. S'il vous plaît, avec la fonction publique. Je connais votre frère qui est fonctionnaire depuis. Votre frère aussi, vous avez des frères qui sont les fonctionnaires, qui volent devant vous et vous savez, vous ne dites rien, vous ne disiez rien. Mais lorsque vous blâmez votre frère, qui n'est-ce pas, qui vient soit dans votre vente emporter, acheter avec l'argent volé, qui est de financer votre enfant avec l'argent volé, vous supportez ça. Mais lorsque vous me dites l'argent la sort d'où? On dit oh, c'est le RDPC. Alors bien que c'est votre propre frère qui a fait. Donc faites attention. Mais le RDPC, c'est le RDPC. Qui est le responsable? Et ce n'est pas parce qu'on a nommé quelqu'un qui est devenu un membre du RDPC. Excellence, M. Belouba est ministre. Il n'est pas membre du RDPC. Tous les organismes en charge du changement de l'heure. S'il vous plaît. Tout ça, c'est rattaché à la présidence de la République. Vous tous qui n'ont pas osé, n'est-ce pas, le RDPC, c'est pas maintenant en dehors de OZP que vous pouvez réussir. Revenir. Quand la CONAP dit 25 fonctionnaires camerounais, 134 milliards dans le compte. Qu'est-ce que le président de la République attend? Merci, messieurs, d'avoir honoré cette invitation. Merci, maître Achou Boutabe Julius. Merci beaucoup, monsieur le maire Jacques Maboula-Mboya, d'avoir fait le déplacement de Yabassi. Merci. Merci, monsieur Bedimoko, et que le Manidem finisse par prendre totalement forme. On attend de nouveau ce Père Iti. Et puis, monsieur Jean-Robert Wafo, merci beaucoup. On attend février avec beaucoup d'impatience. Bien sûr, vous serez conviés, LTM Télévision, toutes les chaînes seront conviées. Nous sommes toujours très près de la politique au Cameroun. Nous ne faisons pas de merci beaucoup. Comme on a fait à la Cannes. Merci beaucoup, Jean-Martin Kelfak, pour la réalisation de ce programme. Léopold Tchokwa a été au cadrage. Merci à la diffusion, une coordination de Madame Dikongo. Prenons rendez-vous samedi prochain avec le même bonheur. Bon suite de programme sur nos antennes.